C'est un vrai plaisir que de vous retrouver ici pour cette 19e édition du Forum international de la météo et du climat. On va pouvoir les applaudir parce que comme vous voyez, on a un paquet de présentateurs et présentatrices météo qui sont avec nous. Je vous propose d'accueillir notamment Laurent Romeshko qui est avec nous de France 3, qui se trouve à ma gauche. Myriam Sera qui est venue également de France Télévisions, qui est en vacances. On peut l'applaudir doublement parce qu'elle est venue rien que pour vous à votre rencontre ici pour ce Meet-up météo. On a également avec nous Sébastien Léas que vous pouvez entendre sur Radio France, qui est également prévisionniste météo. Il pourra nous expliquer beaucoup de spécificités par rapport à sa passion. Et puis je crois qu'il va souvent voir de futurs présentateurs du côté de l'école. Il nous expliquera ce que c'est l'école, du coup. Il nous vient de Belgique, Nicolas-Xavier Ladouce, qui est avec nous, qui travaille sur la RTBF en Belgique, qu'on a le plaisir de retrouver d'année en année, qui est un fidèle du Forum international de la météo. Absolument. Peut-être bien depuis les 19 ans, en fait. Hein. Non, pas depuis les 19 ans. Mais si. Oui, allez, depuis les 19 ans. Il veut se rajeunir. Et puis, avec nous également, aujourd'hui, on a la chance de l'accueillir. D'ailleurs, elle enchaîne, puisqu'elle était déjà tout à l'heure en train de présenter une conférence pour ce Meet-up météo. C'est Karine Durand de CNews France. Elle nous vient de Madagascar, ingénieure de la météorologie à Madagascar. Elle s'appelle Mami Nirina Roland Randriana Rivello. Et je ne me suis pas raté, et rien que pour ça, je suis content. Merci d'être avec nous. Alors, je ne sais pas laquelle ou lequel nous a rapporté le beau soleil qu'on a aujourd'hui. D'ailleurs, est-ce normal d'avoir du soleil en ce moment? C'est toi qui as ramené le soleil? Ouais, forcément. Ouais. Il y en a toujours un qui est en train de crâner, et c'est toujours le même. Quelle est la différence justement des bulletins météorologiques, qu'on soit en France ou dans d'autres pays francophones? C'est ce qu'on va essayer de savoir. On a également, alors je ne sais pas si ça fonctionne déjà, des gens qui sont en distance. Oui, c'est bon, on les a? On me fait signe qu'on les a. Du côté du Québec, avec nous, il est là et on l'adore, Patrick de Bellefeuille, Météo Média Canada. Salut Patrick. Il est où la douce là, hein? Il est où? Ah, il me voit pas. Il se tient loin, hein? Il se tient loin. C'est pour ça que je n'ai pas été invité sur place. Ça y est, on va plus pouvoir l'arrêter, hein, je vous préviens d'avance. Il est avec nous également du Sénégal, d'Anassim Sénégal. C'est Papandior Ndiaye qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui avec vous. Alors, j'espère que ça a bien fonctionné. Hein. On est à l'heure d'Internet. En 2022, normalement, on n'est pas trop mal plugué, mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'interférences aujourd'hui. Alors, on va régler ça petit à petit, les petits soucis de connexion. Vous inquiétez pas. L'idée de ce meet-up météo avec tous nos présentateurs, présentatrices qui sont là, c'est vraiment de parler des différences au niveau de la présentation de la météo, mais également des prévisions en elles-mêmes, d'un pays à l'autre, dans tous les pays francophones, puisque vous le savez, c'est un forum international de la météo et du climat. D'ailleurs, il y aura encore d'autres conférences les jours qui viennent, avec des gens qui nous viennent un petit peu partout. C'est un événement international. Et puis, on va pouvoir parler également du rôle de présentatrices, présentateurs, notamment la façon dont on va aller conscientiser tous les gens qui nous regardent, parce que c'est vrai qu'à l'heure des changements climatiques, il y a beaucoup à dire, et c'est vrai que par rapport à il y a 10, 15 ans, le rôle de la présentatrice ou du présentateur météo n'est plus vraiment le même. Alors pour commencer, je vais tout simplement vous demander de vous présenter les uns les autres et de nous expliquer pourquoi vous êtes arrivé à la météo et ce que vous avez fait durant ces quelques dernières années. On va commencer par quelqu'un qui a un petit peu de route, ça ne se voit pas parce qu'il a des allures de jeune homme. Si tu peux nous expliquer un peu ce qui t'a amené petit à petit à la météo et ce que tu en retiens aujourd'hui, parce que je crois que ça fait quelques années que tu connais ça très très bien, Laurent. La notoriété, l'argent. Bonjour à tous. Alors je vais faire court. 89, j'ai commencé la météo. Laurent Cabrol m'a demandé de rejoindre l'équipe météo d'Antenne 2 à l'époque, donc c'est assez vieux. Alors pourquoi il m'a demandé? Parce que moi j'y connaissais rien. Si j'avais des notions de météo à l'époque. Le truc c'est que je viens d'une famille d'avionneurs, d'aviateurs. On volait beaucoup dans ma famille. Avion, hein, je comprends. Ouais, c'est bien de préciser. Et donc j'avais ces notions parce que j'accompagnais très souvent mon père, mon frère, et j'en avais parlé avec Cabrol qui était un passionné d'aviation. Et il sentait que je disais pas trop de bêtises et j'avais 2-3 notions.
Et puis il y avait besoin de quelqu'un à l'époque, et donc c'est parti comme ça. Au départ, moi j'étais journaliste, je faisais de la télévision, et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire un peu de météo. C'est-à-dire, je me suis dit, je vais faire ça 6 mois, 1 an, et en fait ça fait 1 an, ça dure, hein, une trentaine d'années à peu près. Donc 89. Ensuite, après, beaucoup de bulletins météo, jusqu'en 2012 principalement. Et en 2012, on m'a demandé à France Télévisions s'il y avait la matière pour monter un magazine axé sur la météo, l'environnement, magazine quotidien. C'était un truc auquel j'avais réfléchi, que j'avais déjà proposé, et je m'étais fait envoyer gentiment bouler jusque-là, puis jusqu'au jour où il y a un patron de programme qui me dit « mais dis-moi, j'aimerais bien, est-ce qu'il y aurait la matière ?» Et là, je lui ai dit « mais oui, 3 fois oui », et il m'a demandé si j'étais partant. Et donc, on a lancé ce magazine en 2012 qui s'appelle Météo à la carte. Beaucoup dans le métier souriaient en disant « vous allez tous les jours pendant 50 minutes en direct », avec comme point d'entrée parler du climat, parler de l'environnement, parler de la météo. Je dis bah ouais, donc tout le monde pensait que ça allait durer 3 mois, et non, on termine là la 10e saison avec voilà, quelques 300 000 téléspectateurs en moyenne au début, quand on a repris la tranche horaire, et aujourd'hui on est à 850 000 téléspectateurs. Tout ça, c'est pas pour gonfler le torse, bomber le torse, c'est simplement pour dire qu'il y a un véritable intérêt pour le sujet quand il est bien traité, et voilà, ça fonctionne bien et les gens suivent. Voilà. On va passer à Myriam Seurat. Alors je crois qu'il y a aussi un parcours de quelques années, 2-3 ans, non, peut-être un peu plus, non? Alors moi j'ai 2 fois moins d'années que Laurent à l'antenne en ce qui concerne la météo, donc je vais 2 fois moins parler. Hein. Non, moi j'ai commencé la météo sur France 3 Île-de-France Centre. Pendant 3 ans, j'avais une émission sur cette chaîne régionale, et un jour, le service de France Télévisions avait besoin de se renouveler, et c'est Laurent qui m'a recruté, qui m'a appelé, donc c'est comme ça que je suis arrivée au service météo, et Laurent était donc mon patron, n'est-ce pas? Un super patron. On rigolait beaucoup. C'est vrai que moi, je suis arrivée à un moment où on présentait la météo d'une manière classique. Et puis, il y a eu un avant et un après la tempête de 99, où on a commencé à mettre les vigilances en place. Donc, c'est là vraiment que le rôle de présentateur a commencé à avoir un intérêt, en fait, à la télé. Moi, ça fait 16 ans maintenant que je suis à France Télévisions. Et c'est vrai que ces 16 dernières années, le rôle de présentateur météo a beaucoup évolué, ne serait-ce qu'à l'intérieur de la chaîne, où effectivement nos patrons commencent à avoir un petit peu plus d'appétence pour cette matière qu'est la météo et le climat, d'autant plus que le climat se détraque. Donc on fait appel de plus en plus souvent à nous pour faire des interventions dans les JT ou des décryptages, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Avant, c'est comme si le service météo à France Télévisions n'existait pas. C'est-à-dire que quand il y avait un phénomène, on ne faisait pas appel à nous, on faisait appel à quelqu'un de l'extérieur pour venir témoigner, à des gens de Météo France, par exemple, qui faisaient les JT à notre place. Et depuis quelques années, voilà, c'est vrai qu'on a un peu plus de consistance, on a un peu plus de temps de parole en ce qui concerne la météo et le climat, en tout cas au sein de France Télévisions. Mais il y a encore du travail à faire. Voilà. Ah, j'ai fait aussi long que lui, je me fais engueuler. Oui, c'est ce que j'ai remarqué aussi. Elle nous avait fait une promesse 3 fois moins long, elle ne l'a pas tenue. Mais c'est pas grave, c'est un peu comme les candidats à l'élection présidentielle. On va passer à Sébastien Léas. Alors toi, tu as un parcours qui est un petit peu différent, puisque comme on l'a dit, tu es ingénieur météo à Météo France. Exactement. Et également l'une des voix à Radio France de la météo. Oui, la radio est devenue un peu par hasard. Alors que la météo, moi, ça fait près de 25 ans que je fais de la météo et que je suis prévisionniste. Et du coup, j'ai eu plusieurs carrières différentes avec d'abord de la prévision aéronautique, puis après plutôt de la prévision départementale. J'ai même fait une petite parenthèse au service commercial. Et depuis plus d'une douzaine d'années maintenant, je suis au service média, donc spécifique pour les médias, pour faire les cartes pour les présentateurs qui sont en contrat chez nous, comme l'émission de Laurent par exemple. Et puis on fait aussi de la communication avec
avec justement quand on intervient sur les plateaux, comme disait Myriam. Et depuis maintenant bientôt 7 ans, je suis le joker de Élodie Calax sur France Inter et France Info. Donc ça c'est venu plutôt par hasard, parce que Joël Collado étant parti un peu en retraite, il fallait quelqu'un pour prendre l'antenne à sa place. Et donc j'ai été sélectionné. Et j'en suis ravi d'ailleurs. Du coup, je me partage un petit peu entre les deux métiers de purement scientifique et purement prévisionniste, avec plutôt de la communication. Et ça me plaît beaucoup. Et c'est vrai que comme on est dans les locaux directement de Radio France, on intervient beaucoup plus fréquemment à l'antenne que ne pouvaient le faire, j'allais dire nos ancêtres, c'est pas mal poli, mais que pouvait être Joël, la génération d'avant, et que pouvait être, qui eux étaient plutôt, enfin ils étaient même pas plutôt, Joël était à Toulouse, Jacques Kessler était à Marseille, voilà. Donc du coup nous on est vraiment en studio, et quand il y a besoin de décrypter une situation météorologique, quand il y a besoin de prendre un peu plus de temps, on est sur place. Et c'est vrai que la mécanique de l'antenne a aussi évolué dans les rédactions, puisque maintenant ils viennent directement nous voir à notre bureau pour leur expliquer. Donc c'est quand même beaucoup plus facile d'avoir des prévisionnistes sous la main que de devoir passer par finalement le service média, qui du coup ça fait une étape supplémentaire, et on peut les aider à décrypter. Merci Sébastien. On va passer à la Belgique avec Nicolas-Xavier Ladouce de la RTBF, qui a un long passé, parce que je crois que nous avons souvent discuté très tôt le matin. Oui. Fut une époque quand moi je faisais le matin à la radio, et toi aussi d'ailleurs. Exactement. Donc la RTBF, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le service public belge francophone. Donc c'est l'équivalent de France Télévisions, mais en Belgique. Et j'ai un peu le même parcours que Laurent, c'est-à-dire que j'étais pas météorologue au départ, mais c'est plutôt la radio qui m'a mené à la météo. Et j'ai le parcours un peu inverse de Sébastien, parce que lui était d'abord météorologue, et puis il est arrivé à la radio. Et les deux personnes qui ont permis finalement à ce que je m'intéresse à la météo, et qui ont réussi à communiquer leur passion, ces deux personnes sont dans la salle. Donc il y a Denis Collard là, qui est en train de filmer avec son iPhone. C'est Denis que j'ai été appelé à remplacer, parce que personne ne voulait le remplacer, parce qu'il fallait se lever très tôt le matin pour dès 4h30 déjà faire les premiers briefings météo. Et moi j'ai pas trouvé ça désagréable du tout. Ça m'a plu beaucoup en fait de pouvoir échanger, parce que je suis instituteur primaire de formation, et donc j'adore transmettre des notions à un public, à une classe d'abord, et puis la classe est un peu agrandie, c'est devenu les auditeurs. Et puis la météo radio m'a mené à la météo télé grâce à Marie-Pierre là, qui a son grand sourire ici. Donc merci à tous les deux. Et de fil en aiguille, toute la météo est venue à moi au travers de la radio et de la télé. Et on a aussi le petit frère ou la petite sœur de Météo à la carte à la RTBF. C'est une émission qui s'appelle Quel temps ? Et on en est à notre 9e saison également. Donc on a un peu marché dans votre sillage, parce qu'on a eu le même besoin, c'est-à-dire celui d'accompagner, de décrypter, de contextualiser en fait les notions météo. On communique toujours évidemment les prévisions météo, mais surtout on les décrypte avec le public, et ça c'est vraiment le rôle qu'on a au quotidien, et qui, comme pour France Télé, s'est accentué ces dernières années. Avant, je me reconnais tout à fait dans ce que tu disais, on ne faisait jamais appel à nous autour du plateau du JT. Puis petit à petit, avec Marie-Pierre, Caroline, Jean-Charles Beaubois aussi, son équipe, ils ont réussi à s'imposer de plus en plus et à faire en sorte qu'on devienne de vrais référents. Et c'est pas étonnant d'ailleurs que toute cette équipe a participé au forum de la météo depuis le début. C'est qu'ils avaient compris très tôt qu'en fait, c'était une des clés de la communication autour de la météo. C'était de s'intéresser, c'était de vulgariser, d'expliquer, de prendre le téléspectateur, l'auditeur par la main pour lui expliquer tout ça. Voilà. Et il a fallu aussi convaincre nos directions. Il a fallu un certain temps pour qu'ils aient le déclic et qu'ils se disent en effet, c'est vraiment une bonne pioche que de mettre en avant nos présentateurs. Donc voilà. Et donc j'ai la chance de diriger le service météo de la RTBF, et la thématique service au public au sens large. On a des offres un peu plus larges que la météo, comme l'infotrafic par exemple. Toutes ces offres qui rendent service, et c'est vraiment ça en fait la météo, c'est rendre service au quotidien à nos auditeurs, nos téléspectateurs, et les accompagner. Voilà. Et on en profite vraiment pour remercier tous nos amis belges qui ont fait le déplacement, le forum météo qui a déjà été du côté de Bruxelles, et ça nous rappelle de très beaux souvenirs. C'est vrai qu'il y a une très longue histoire avec la Belgique et le Forum international de la météo. Karine Durand de CNews, que vous voyez régulièrement également, vous parlez de météo, qui était là tout à l'heure pour présenter une conférence. Comment on est venu à la météo du coup, Karine ? Alors moi j'ai aussi un petit parcours atypique. Je ne suis pas météorologue de formation, mais c'est vrai que depuis toute petite j'ai toujours été très intéressée
par la nature, les phénomènes naturels. J'adorais les films catastrophes à la télévision, je pense comme beaucoup d'entre vous. Et donc, j'adorais les grands espaces. J'ai une passion pour les grands espaces américains en particulier. Donc, dès que j'ai pu, je suis partie à l'aventure aux États-Unis, dans des zones comme le Montana, l'Arizona. J'y ai passé beaucoup de temps. Et c'est à partir de là, en fait, que j'ai commencé à m'intéresser à la météo vraiment spécifiquement et pas seulement à la nature, parce qu'aux États-Unis, eh ben, la météo, elle est extrême, absolument partout. Donc, on est un petit peu obligé de s'y intéresser lorsqu'on est dehors toute la journée, puisque j'ai été faire des stages dans des ranchs. Donc, j'étais dehors toute la journée, sous toutes les conditions. Et c'est vrai que je me suis vraiment passionnée pour les phénomènes météo extrêmes. Donc, j'adore tous les sujets qui tournent autour des orages, des tornades, de la foudre, des ouragans. Et donc j'ai commencé par un parcours de journaliste en fait aussi, et ensuite j'ai atterri à la chaîne Météo, qui était la référence en termes de météo à l'époque, et j'y suis restée 11 ans et demi. J'étais responsable de la rédaction et présentatrice télé, et sur cette chaîne on avait le temps en fait de vraiment décrypter tous les sujets météo, parler de choses assez techniques, puisqu'on parlait à un public qui s'intéressait déjà à la météo. Et ensuite, après ces 11 ans à la chaîne Météo, j'ai atterri sur CNews, donc chaîne d'information, où on a forcément un petit peu moins de temps pour parler de météo, mais on a une plus large audience aussi, donc c'est aussi une chance. Et pendant que je travaillais à la chaîne Météo à CNews, vu que j'avais seulement un parcours de journaliste, une formation de journaliste, je me suis formée aux États-Unis principalement. J'ai fait des formations par le FEMA, qui est un organisme d'urgence du gouvernement américain qui gère les catastrophes. J'ai fait une formation à l'ONU et à l'université Yale sur le lien climat et santé. Donc je me suis vraiment spécialisée sur l'impact des phénomènes météo extrêmes, les alertes et l'impact du changement climatique. C'est un sujet qui me passionne. Et donc je suis sur CNews régulièrement. Je suis aussi experte climat et planète pour le site de sciences Futura et conférencière sur des sujets liés à l'environnement. Donc c'est vraiment devenu une passion en fait à partir de mon admiration en fait pour la nature et les grands espaces naturels. Voilà comment j'ai atterri dans la météo. Donc j'ai maintenant cette double formation qui est à la fois une formation média et journaliste, et une formation scientifique que j'ai fait un petit peu plus tard du coup. Cyclone, tornade, tremblement de terre, hein, voilà, vous pouvez lui en parler, visiblement, elle adore. On va passer maintenant à Mamie Nirina Roland Randriana Rivello, qui nous vient de Madagascar, ingénieure météo, donc vous, du coup, vous êtes clairement dedans. Oui, effectivement, après mon bac, en fait, au tout début, j'ai voulu être ingénieure dans l'environnement. Mais quand j'ai vu les offres de formation et que j'ai vu météorologie, c'est rare d'avoir des météorologues à Madagascar. Donc je me suis lancée. Pendant 5 ans, j'ai suivi la météo à l'École supérieure polytechnique d'Antananarive. Mais j'ai continué en études d'impact environnementaux à l'Université de Bordeaux. Et j'ai travaillé à la direction générale de la météo pendant 5 ans. 5 ou 6 ans. J'étais chef du service de la communication et donc du coup j'avais présenté la météo pendant presque 4 ans sur la chaîne nationale, puisque c'est la direction générale de la météo qui produit les bulletins et qui donne les produits prêts à diffuser à la chaîne nationale. En 2014, j'ai assisté pour la première fois au Forum international de la météo et du climat. Et là, ma vision était encore waouh avec chamboulée. Les présentateurs et aussi un waouh avec les colloques internationaux. Et je voudrais continuer sur la recherche, mais je ne vais plus lâcher la communication. Et donc, j'ai demandé à mon chef hiérarchique, qui était à l'époque le directeur général, que je vais continuer ma thèse. Et j'ai créé une association qui s'appelle Mahatsang en malgache, mais qui veut littéralement dire météo et climat garant du développement de Madagascar, littéralement. Et à travers Mahatsangi, même si je suis en France, j'ai une équipe de météorologues et de sociologues qui travaillent
avec acharnement pour pouvoir faire des vidéos, des documentaires à base de climat et aussi à base des informations reçues de la population. Voilà, et finalement, l'année dernière, j'ai encore continué mes études et décroché mon diplôme de spécialisation en gestion des risques et des catastrophes. Pourquoi est-ce que je me suis embarquée là-dedans? Puisque chez nous, à Madagascar, les impacts du changement climatique, ce sont des faits concrets. Voilà. On aura l'occasion d'y revenir parce que bien évidemment, vous l'avez compris, hein, dans tout ce que disent nos amis ici présents, on sent clairement que depuis une dizaine d'années, il y a un intérêt qui est grandissant de la part des chaînes, des médias, mais également du public, du fait de cette météo qui est différente et de ces changements climatiques qui nous impactent directement. On va partir au Sénégal pour retrouver Papandior Ndiaye. Comment vous êtes venu, vous, à la météo ? Alors, est-ce qu'on l'entend? Non, alors, pour le moment, ça fonctionne pas. Désolé, j'avais le micro. Je dirais que je suis tombé dans la météo tout à fait par hasard. Je peux dire que j'étais un amour de la science, j'aimais les maths et la physique. Et une fois avoir fini mon lycée, je ne savais pas quoi faire réellement. Il y a une de mes connaissances qui m'a convaincu que la météorologie était une filière où à la base il y avait les mathématiques et la physique. Et suite à cela, j'étais beaucoup curieux. Donc j'ai postulé pour faire une formation d'ingénieur en météorologie, ce qui a abouti et finalement j'ai eu un diplôme d'ingénieur en météorologie en Algérie. Donc je suis revenu chez moi, disons en 2012. Ce qui est marrant en temps, c'est que Laurent a commencé la météo à ma date de naissance. C'est assez marrant, c'est en 89. Donc, je peux dire que c'est ma première année de formation universitaire, j'ai aimé la météo. J'ai adoré la météo. Et je suis revenu au Sénégal en tant que prévisionniste. Donc, j'ai fait de la prévision pendant plus de 5 ans. Et à un moment, vu que j'étais le plus loquace des jeunes qu'il y avait ici, donc on m'a demandé d'essayer de faire la météo. Donc je l'ai commencé en 2014 et depuis lors j'y suis et c'est quelque chose qui m'a passionné. Qui m'a vraiment passionné. Entre-temps, je suis le responsable du service prévision météorologique et réflexion. Alors, on a un petit souci de connexion, mais on est très content d'avoir le Sénégal avec nous. On va y revenir dans un instant, le temps de régler ça. On va partir du côté du Canada, Météo Média, Patrick de Bellefeuille. La connexion qui est peut-être un petit peu plus stable. Patrick, comment t'es arrivé à la météo? Toi, tu débutes pas, ça fait déjà quelques années. Et j'ai envie de dire, une fois de plus, du côté de l'Amérique du Nord, il y avait déjà de l'avance au niveau météo, parce que je me souviens qu'il y a 10, 15, 20 ans, quand on se voyait, déjà, tu nous montrais ce que vous faisiez là-bas. Et déjà, il y avait une vraie préoccupation, une vraie sensibilisation du côté de chez vous avec Météo Média. Oui, tout à fait. Myriam, veux-tu te rasseoir, s'il te plaît? Tu ne nous caches pas, c'est pas grave. En 1900, alors l'inquiétude, c'est ça, c'est que j'ai entendu Laurent dire 1989, et je pensais que c'était pas moi le doyen, mais là j'apprends tout d'un coup que c'est moi le papy. Alors, donc moi c'est 1988, il y a une chaîne météo, 100% météo télé qui va ouvrir ses portes au Canada, à Montréal. Moi je suis à ce moment-là acteur. Veut devenir acteur, mais bon, et je côtoie des gens qui me disent, tu devrais peut-être aller là, c'est très intéressant. Je suis allé, j'ai posé ma candidature, on m'a répondu, tenez-vous bien, là, on est quand même en 88, on m'a répondu, on est désolé, on a tous les gens dont on a besoin, on n'a pas de place ouverte,
Et là, la dame me dit, mais parce que je te trouve mignon, je t'essaie. J'étais complètement subjugué. Alors, j'ai commencé à faire ça, mais je me suis rendu compte que ça m'a intéressé beaucoup. Tout ce qui se passait dans les sciences de l'atmosphère, tout ce qui se passe dans notre atmosphère, et du temps violent au temps plus calme aussi, mais le temps plus calme, comme disent les météorologues, je suis certain que Sébastien va être d'accord. Un anticyclone, c'est quoi? Absence de météo. Alors, donc après ça, la chaîne a commencé à me donner des responsabilités plus importantes. Par exemple, je suis depuis celui qui ne fait que les phénomènes violents. Chaque fois qu'il y a une tempête à n'en plus finir, c'est Patrick qu'on envoie dedans. Ce faisant, j'ai été dans 7 cyclones. Depuis 1999, qui a été la première fois. J'ai aussi été envoyé dans le cercle arctique, où j'ai passé 2 épisodes d'une vingtaine de journées avec des scientifiques qui étudient les changements climatiques dans le cercle arctique. Et j'ai été recruté par l'Organisation météorologique mondiale aussi pour former les présentateurs météo des pays en développement. C'est comme ça que j'ai eu l'immense plaisir de rencontrer Irina en 2013 à Madagascar, puisqu'elle était présentatrice. J'ai fait partie de l'équipe qui est allée la former. Ceci dit, je dois dire que je crois que on a basculé un peu, nous, notre chaîne qui est 100% météo, parce que les gens, quand ceci est arrivé et qui est devenu très populaire, la télévision 100% météo, ça marchait moins bien. On l'a encore. Mais on a beaucoup migré vers le web et là, on a évidemment essayé d'envahir le web. Ce qui fait que ça nous permet maintenant de dire que non seulement notre application web et notre site web est plus populaire que notre station de télévision, mais en plus de ça, sur notre application web, on vient de rajouter un onglet complet qui s'appelle Climat, auquel j'ai été assigné. Donc, il y a maintenant une page complète de tout notre site web qui n'est qu'associée au climat en 3 catégories, cause, impact et... bon, ça va bien, j'en souviens plus. Enfin bon, tout ça pour vous dire que je suis très, très heureux d'être là. D'être là avec vous, même si je ne suis pas là, j'aurais bien aimé être là. Puis, est-ce que vous avez recommencé à vous faire la bise ou ça aussi, c'est toujours proscrit? Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si Patrick de Bellefeuille se met debout, s'il est comme certains qui font du télétravail en jogging ou en pyjama. On peut voir au niveau du look, Patrick, si tu te mets debout, ce que ça donne? Pour voir comment tu nous reçois chez toi aujourd'hui. On a de la chance, hein. On a de la chance. Alors, mais attendez, là, il faut que je rajoute le fait que nous vivons en ce moment la canicule la plus active de toute l'histoire du Québec. Jamais on a eu une période de canicule à la première moitié de mai. Alors, c'est sûr, M. Engord nous disait tout à l'heure que lui, il faisait 47 au Sénégal. Nous, la canicule, c'est ça. Alors maintenant que les uns et les autres ont pu se présenter, nous expliquer un petit peu comment ils sont arrivés dans la météo, moi j'aimerais savoir justement quelles sont les différences entre les bulletins météo selon les pays francophones. On va peut-être donner la parole pour commencer à Madagascar, parce que j'imagine que la météo chez vous n'est pas la même et qu'on ne la présente peut-être pas de la même façon. On ira ensuite en Afrique où on verra que finalement la pluie, ça peut être également une très bonne nouvelle. Remarquez, nous aussi, on en manque un peu. Donc du côté de Madagascar, ça se passe comment ? Tout d'abord, il y a les présentations quotidiennes de la météo quotidien et également nous donnons des informations sur la prévision côtière puisque nous sommes une grande île et donc on donne la prévision de toutes les côtes de Madagascar et des prévisions pour les saisons cycloniques, puisqu'il y a toujours des cyclones qui passent chaque année à Madagascar, presque 2 ou 3, 4 moyennes climatologiques, c'est entre 3 et 4. Et finalement, il y a des phénomènes particuliers, des grêles, etc. Mais là maintenant, ce qui importe aux gens et qui est différent des produits auparavant, des présentations auparavant, c'est que la Direction générale de la météo à Madagascar tend à donner des informations plutôt basées sur les impacts, donc d'établir des bulletins coproduits par les secteurs climato-sensibles et la Direction générale de la météo. Donc, on donne des services météorologiques et climatologiques pour pouvoir répondre et pour pouvoir donner des météos de proximité. Voilà. Alors, pour la France, je ne sais pas qui veut prendre la parole. Peut-être Sébastien qui, du coup,
passe quand même pas mal de temps devant des écrans et qui voit peut-être un petit peu plus de choses que nous. La météo en France, elle a quoi comme spécificité aujourd'hui, en 2022 ? Je ne sais pas ce qu'elle a vraiment de spécifique par rapport à d'autres pays. En tout cas, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'éviter d'avoir un avis subjectif sur le temps qu'il va faire. À savoir, on va essayer de... Enfin, moi, en tout cas, et Elodie Calac à la radio fait exactement pareil. On va éviter ce terme de beau temps, puisque surtout quand on est dans des périodes extrêmement sèches, comme on connaît depuis plusieurs mois, même si on a eu le mois de décembre qui a été particulièrement pluvieux, on se retrouve souvent à avoir quand même besoin de pluie, et donc on va même de manière ironique parler d'amélioration pluvieuse, par exemple, quand on peut avoir une perturbation. Donc forcément, ces bulletins-là, alors Laurent est peut-être plus calé que moi sur les bulletins, puisqu'il en fait depuis plus longtemps. On va éviter aussi, en termes de prévisionnistes et de scientifiques, d'utiliser des termes qui vont ne pas parler aux gens. Donc ça sert à rien de leur parler de vent katabatique, par exemple. C'est le premier mot qui m'est venu. Mais voilà, donc du coup, non, je pense qu'en termes de spécificité, oui, on va faire au plus simple, quoi. Sinon, les gens savent ce que c'est une dépression, ils savent ce que c'est un anticyclone. On peut éventuellement faire de la pédagogie quand on a besoin pour expliquer un terme, comme peuvent le faire aussi à l'antenne avec des infographies, ce qui est plus simple. C'est sûr qu'à la radio, c'est un petit peu plus compliqué. Mais non, je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment une spécificité pure. En tout cas, que ce soit de ce côté du Kiévrin ou de l'autre côté du Kiévrin. Justement, en Belgique, est-ce qu'il y a des spécificités du côté du plat pays ? Je sais que le brouillard vous aime bien, hein, notamment. Oui, comme dans la chanson de Jacques Brel. Hein. Donc, la Belgique, néanmoins, c'est quand même pas mal de microclimats. Donc, c'est un tout petit pays. La Belgique, c'est grand quand même comme la Bretagne. Donc, la particularité par rapport à la France, c'est que en France, quand on détaille une situation météo, bien, on voit bien progresser une perturbation d'ouest en est. Chez nous, bien, là aussi, ça passe, mais il faut être du coup plus précis au niveau du timing horaire. Je crois que nos téléspectateurs, nos auditeurs attendent de nous du coup plus de précision. La densité de population est aussi plus importante en Belgique que dans les campagnes françaises. Et donc, voilà, on doit composer avec ce besoin-là qu'a notre audience, donc être très précis. Et puis, en Belgique, voilà, on a des différences. On a un petit relief, on ne dépasse pas les 700 mètres d'altitude. Ça suffit parfois quand même pour créer de grosses différences, avec des situations à la limite du 0 degré, avec des situations qui peuvent être d'un côté totalement hivernales et de l'autre beaucoup plus calmes. Donc voilà, on a beaucoup de spécificités malgré la taille du pays. Et puis au niveau des bulletins météo, nous, ce qu'on essaye depuis un certain nombre d'années, c'est de représenter aussi le type de temps prévu, avec des éléments dans le décor météo, des éléments subtils. On ne crée pas des gadgets desquels on serait complètement finalement dépendant, mais de manière subtile, on représente et on accompagne aussi les téléspectateurs avec une représentation du type de temps attendu. Donc tout le décor peut s'adapter, avec un ciel qui s'assombrit, avec des averses qui passent, avec de la neige qui tombe au sol. Et donc voilà, le bulletin météo est aussi adapté et évolue beaucoup en fonction. Et puis aussi au niveau éditorial, on essaye de doter nos bulletins météo d'une capacité à expliquer les choses, de plus en plus en fait. On n'est pas sur les playlists les mêmes de bulletin en bulletin. On essaye vraiment de créer des possibilités, d'intégrer des photos, des vidéos, des cartes explicatives. On crée des nouveaux indices aussi, puisque les sécheresses se multiplient depuis ces dernières années, par exemple. Ici, avec les gestionnaires de distribution d'eau en Wallonie, on a créé un indice de distribution d'eau, et ce qui nous permet de visualiser commune par commune l'état de la réserve en eau disponible, et donc de sensibiliser un maximum les téléspectateurs. On a vraiment inventé cet indice qui n'existait pas avant. On l'a fait en compagnie des distributeurs d'eau, et donc ça permet d'amener un nouveau type d'information qui finalement s'adapte à notre réalité, au dérèglement climatique, au fait que, oui, on est soumis de plus en plus à des sécheresses, etc. Et Denis ou Marie-Pierre ne me contrediront pas, en quelques années, on a quand même ressenti une sorte de modification de la mécanique du temps sur la Belgique. Avant, on était systématiquement, le plus souvent en tout cas, dans du flux zonal. Maintenant, c'est du flux méridien. Donc, plutôt que des circulations d'ouest en est, de plus en plus, c'est un combat de masse d'air nord-sud, et ça crée des situations de blocage qui font que le même type de temps reste plus longtemps
sur une région, et c'est ce qui crée les sécheresses, c'est ce qui crée les zones de pluie stationnaires, et donc les épisodes d'inondation, par exemple. On a connu un épisode d'inondation très important l'année dernière, avec plus de 39 morts quand même, donc ça rigole pas, quoi, le dérèglement climatique. Ouais. C'est vous qui nous l'avez envoyé. On va y revenir parce que Nicolas Xavier a un petit peu spoilé la deuxième partie où on parlera justement de l'impact des changements climatiques sur la météo. Du côté de chez France 3, surtout chez toi Laurent, c'est vrai que France 3 c'est aussi la chaîne des régions. Nicolas Xavier parlait de la Belgique qui est un peu comme une grande région française. Qu'est-ce qui a évolué justement sur la façon de présenter la météo sur une chaîne comme France 3 et par exemple dans ton émission avec les spécificités régionales plus que du pays en lui-même finalement? Non, Myriam a raison, c'est vrai qu'elle soulignait qu'en plus sur Météo à la carte, on fait la météo la plus longue, on ne cherche pas à entrer dans le livre des records, mais certainement la météo... La plus longue du monde. Peut-être, ouais, on a des météos qui durent entre 7 et c'est m'est arrivé de faire 11-12 minutes parfois quand il y a vraiment des événements importants. Non, sur la façon... Sur les météos francophones, la façon dont on présente la météo, déjà tout dépend du terrain. Je veux dire, chaque pays a ses singularités. Et c'est vrai qu'on a tout de même, on parlait de Madagascar, on parlait de la Belgique, de la taille du pays. On a tout de même, je dis que c'est une chance en France, c'est qu'on a une grande variété de climats. C'est-à-dire qu'on a un climat océanique, on a un climat montagnard, on a un climat continental quand on va vers l'est, on a un climat méditerranéen quand on va vers la Méditerranée. Je veux dire par là que tout ça, ce sont des risques météorologiques qui sont très distincts, qui sont très variés. Nous, Sébastien ne me dira pas le contraire, c'est vrai que ça nous fait varier aussi un petit peu je ne vais pas dire les plaisirs, parce que généralement, quand il y a un pépin météorologique en Méditerranée, c'est que c'est un épisode, et généralement, c'est vrai qu'il y a de l'inondation, il y a des victimes. Mais je veux dire par là qu'on a ces climats extrêmement variés. La façon dont on a peut-être pu évoluer, je ne sais pas s'il faut en dire un mot maintenant, bien entendu, le dérèglement, le réchauffement climatique, je pense que le message commence à passer, donner les solutions et comment contrarier tout ça. Bon, oui, effectivement, c'est bien de le faire. Cela dit, je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie notre rôle premier sur le bulletin météorologique. Les gens nous regardent, nous écoutent pour savoir le temps qu'il va faire, et on a une mission qui est de plus en plus importante avec cette problématique du dérèglement, c'est que il faut tout de même essayer de préserver les biens et les personnes en cas d'événements climatiques sévères et voire extrêmes. Donc notre rôle, il est là, il est de évoquer les symptômes qu'il y a en cours, alors qui sont de plus en plus réguliers. C'est vrai qu'on est un petit peu comme des médecins. On relève quelques symptômes de temps en temps, et puis on se rend compte que ces mots météorologiques sont de plus en plus fréquents et que la maladie, quelque part, aujourd'hui, elle est un petit peu chronique. Et ça revient très très souvent. Donc on est là surtout pour prévenir le plus en amont possible, même si c'est que 2-3 heures avant. Maintenant, on a la chance d'être sur des chaînes, des radios qui diffusent 24/24. Mais c'est vrai que si on peut prévenir suffisamment en amont les populations, pour ménager les biens, pour surtout épargner les victimes et ménager les vies, ça c'est notre rôle. Et c'est un rôle qui est de plus en plus présent, je trouve, dans notre métier. Alors avec la mise en place des vigilances aussi, tout ça fait qu'aujourd'hui on a de très très bons outils, et c'est certainement aussi un des nouveaux rôles qu'on a depuis la tempête de 99. Ça a commencé peut-être même un peu avant avec Vaison-la-Romaine en 92, ça s'est amplifié avec la canicule de 2003. On a véritablement ce rôle. Alors justement, comme les uns et les autres, je sens que ça vous brûle les lèvres de parler de ça. Quel est l'impact du changement climatique sur la météo, déjà d'une part, mais l'impact du changement climatique sur la façon de présenter la météo? Je ne sais pas laquelle ou lequel d'entre vous a envie d'en parler en premier, mais je crois qu'il y a un réel sujet par rapport à ça aussi. Nous, c'est vrai qu'à France Télévisions, que ce soit sur France 2 ou sur France 3, on a de la chance de pouvoir mettre en fait à la fin de nos bulletins, on a les outils pour ça informatiques, de mettre des vidéos. Et tous les soirs, enfin pratiquement tous les soirs, sur la 2 et la 3, on met des vidéos qui nous viennent de partout dans le monde d'ailleurs, avec des phénomènes météo dus au changement climatique, et on essaye, nous, dans notre discours,
de décrypter le pourquoi du comment des images qu'on présente aux téléspectateurs. Donc ça, c'est vrai que à France Télévisions, pour le coup, on a cette chance de pouvoir apporter des images régulièrement dans nos bulletins, parce que peut-être qu'on a un petit peu plus de temps, on a réclamé du temps pour pouvoir parler de ça. On a aussi des outils comme Météo Earth, qui est cet outil formidable, une vue satellite de la planète Terre qui tourne. Enfin, moi, j'adore Météo Earth, je ne sais pas comment je pourrais décrire ça, mais du coup, on peut voir en temps réel les cyclones en formation, les tornades, les flux des vents pour la tempête qui va arriver le lendemain. Donc voilà, c'est vrai qu'on a quand même des outils visuels qui sont plutôt sympas à France Télé et qu'on essaye encore de développer. On peut faire des tableaux, on apporte des décryptages au sein de nos bulletins. D'ailleurs, nous, on dit même plus bulletin à France Télévisions, on dit journal météo parce que alors moi, je suis reporter, hein, j'ai fait beaucoup de reportages, mais c'est vrai que quand je présente la météo, j'essaye aussi de présenter la météo comme si je fabriquais moi-même un reportage pour raconter une histoire, en fait, et d'essayer de parler à tout le monde et que tout le monde soit touché, où qu'on habite en France, hein, au fin fond d'une vallée, en haut d'une montagne, en ville. Aussi, on essaye vraiment de nuancer. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est vrai qu'il y a une différence entre le présentateur météo de télé et de radio. On écoute beaucoup les présentateurs de radio. La télé, des fois, on se contente de regarder vite fait le présentateur, la présentatrice, ou on se contente de regarder les pictogrammes qu'il y a. Tiens, chez moi il pleut, chez moi il fait beau. Mais en fait, c'est très important d'écouter la parole du présentateur météo parce qu'on nuance ce qu'on ne peut pas mettre en détail sur les cartes. Et c'est vrai, non, on fait ça. On apporte en fait, nous, beaucoup d'infos à la voix qu'on ne voit pas sur les cartes. Donc voilà, ça c'est, je trouve ça intéressant aussi d'avoir la possibilité de faire ça. Et puis on propose aussi des fois des sujets dans les JT. Voilà. Et donc maintenant, on a des présentateurs aussi de JT qui nous appellent, qui nous demandent précisément où est-ce qu'il se passe tel phénomène, que ce soit la sécheresse, la pluie, des vents violents, pour que eux puissent dépêcher une équipe sur place pour le JT et être au cœur de l'événement. Donc on essaye aussi de travailler en lien avec certaines rédactions et certains présentateurs de JT. Il y en a qui sont très sensibles au changement climatique et c'est vraiment un sujet qui les intéresse. On va se diriger vers le Canada pour retrouver Patrick de Bellefeuille. Patrick, bien évidemment, quand on pense à ton territoire, on pense avant tout à des phénomènes météorologiques plus extrêmes que ce qu'on peut connaître en France, qui se sont accentués d'autre part ces dernières années. Tu nous parlais de cette vague de chaleur en ce moment qui touche beaucoup de pays. On a certainement vu les uns et les autres toutes ces images en Inde et au Pakistan. Patrick, quel est l'impact du changement climatique sur la météo chez toi et également sur la façon dont tu es amené à en parler? Je vous dirais que l'impact, il est probablement le même que pour tout le monde. Je pense que tous vos invités, moi inclus, et Papa du Sénégal aussi, on a adapté au fil des années notre discours parce qu'on s'est rendu compte qu'il faut tenir compte du changement climatique, mais il y a aussi le fait que les gens, on a adapté notre discours pour les besoins des gens. C'est ce que je voulais dire. Et donc, notre discours, maintenant, a plusieurs accès. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des gens qui disent « Moi, je veux juste savoir ce qu'il va faire. Raconte-moi pas pourquoi, là, j'ai autre chose à faire. Là. Fais juste me dire ce qu'il va faire. » Et il y en a d'autres qui disent « Ben, s'il y a quelqu'un qui pourrait bien nous expliquer ce phénomène, c'est bien Météo Média. » Puisqu'au Québec, on peut avoir les 4 saisons dans la même journée. Et croyez-moi, on l'a eu en janvier. Ça a commencé par un 10 cm de neige. Ça a changé en verglas. Il a plu pendant 2 heures, suivi d'un dégagement, et le mercure a monté un petit peu parce que c'est un front chaud qui nous avait fait ça. Et là, on se regardait tous pour dire, c'est vrai qu'au Québec, on peut avoir les 4 saisons dans la même journée. Alors ça, vraiment, c'est particulier pour nous. Mais on sait aussi que le Québec, et ça, les sondages nous le montrent, le Québec est une île étonnante en Amérique du Nord, c'est-à-dire que le plus haut taux de population qui dit oui, il y a changement climatique, oui, c'est grave, oui, il faut faire quelque chose et oui, il faut se dépêcher. Et ce, depuis le 2005-2006, c'est au Québec, en Amérique du Nord, que cette mentalité-là est bien installée. Alors, c'est sûr que nous, à Météo Média, on voit bien qu'on dessert ce public-là. Donc,
on va beaucoup parler de changement climatique et comme je vous le disais tout à l'heure, on a maintenant un volet complet là-dessus, mais on va aussi profiter, par exemple, de nouvelles plateformes. Par exemple, les gens ne veulent que leur météo tout de suite, oui, mais en utilisant un rendez-vous chaque semaine sur Facebook Live qui s'appelle Jason Météo, là, on rallie les gens que ça intéresse d'en parler plus longtemps, puis que ça les intéresse de poser des questions et d'interagir avec nous. Donc, on se trouve à servir parfaitement tout le monde, c'est-à-dire ceux qui la veulent tout de suite la météo et ceux qui ont le temps d'en parler. Et on s'est rendu compte de l'impact de Facebook Live. Ça s'est fait en 2016, pendant que je couvrais l'ouragan Matthew en Floride. On a, pour la première fois, décidé d'ouvrir Facebook Live et moi, je me promenais sur le terrain à travers tous les dégâts, tout ce qui était brisé, et je commentais. Les chiffres sont devenus tellement élevés qu'on a à peu près compris ce jour-là, OK, là, on a un outil qui rejoint beaucoup de gens et qui rejoint surtout beaucoup de gens que ça intéresse. On va partir du côté du Sénégal où je crois qu'on a une connexion de meilleure qualité avec Papa Ngor Ndiaye. Forcément, quand on pense changement climatique, qu'on parle de chaleur, de sécheresse, on imagine que vous êtes impacté également au Sénégal. Sur ces quelques dernières années, quel recul on a sur les changements climatiques et en quoi ça a changé votre façon, Papa Ngor Ndiaye, de présenter la météo? Bon, effectivement, on est impacté comme pratiquement tous les pays du monde. Disons que la particularité au niveau du Sénégal, ou bien même au niveau du Sahel, c'est qu'on a deux problématiques majeures. Le premier, c'est le risque d'inondation. C'est le risque d'inondation au niveau du Sénégal et du Sahel. Et le second, c'est pratiquement le risque relatif à l'insécurité alimentaire. Donc, on a au Sahel un peuple qui est plutôt cultivateur. Donc, pratiquement une bonne partie de notre économie dépend de l'agriculture, mais aussi du secteur de la pêche. Disons que c'est deux secteurs qui sont très dépendants du temps et du climat. On a une agriculture qui est pluviale, donc qui dépend beaucoup de la saison des pluies. Et c'est à partir du profil de la saison qu'on parvient à définir, que les producteurs parviennent à définir le choix des variétés. S'il s'agit de mil, d'arachide ou bien d'autres spéculations, ils parviennent à définir le choix de la variété à partir du profil de la saison. C'est le même cas aussi pour les pêcheurs. On a 700 km de côte et pratiquement tous les pêcheurs, avant d'aller à mer, ils consultent les pages météo pour essayer de voir ce qui s'y passe. Donc, on a ces deux activités qui nous assurent une sécurité alimentaire qui dépend du temps et du climat. Donc, c'est une chose qui est là et c'est un constat qu'on a depuis plusieurs années maintenant. Donc, les informations relatives à la pluie intéressent fortement les organisations paysannes, mais aussi les informations relatives à l'état de la mer aussi intéressent beaucoup les pêcheurs. D'un autre côté, on a le risque d'inondation parce qu'on a ces problèmes d'assainissement au niveau disons, du Sénégal et pratiquement du Sahel. Donc, les terres sont mal occupées. Des maisons sont construites au niveau des voies d'eau. Donc, ce qui s'avère être un problème. Et de ce fait, les fortes pluies ou bien les pluies de forte intensité ont tendance à créer beaucoup de dégâts dans nos pays. Donc, c'est nos deux problématiques et nous tentons nous savons qu'avec le changement climatique, c'est des phénomènes qui ont tendance à se renforcer. Donc, on aura davantage de fortes pluies, davantage d'intempéries en mer, ce qui s'avère être nos défis, en tout cas, concernant le changement climatique. Comment passer l'information auprès des populations pour qu'ils puissent prendre leurs dispositions. Un dernier point peut-être, c'est vrai qu'on a une audience qui n'est pas négligeable à l'égard du secteur de la santé maintenant, parce qu'il y a beaucoup de phénomènes météorologiques qui ont un impact sur la santé. Je prends juste l'exemple des vagues de poussière ou bien des épisodes de poussière qui nous viennent du Sahara.
qui a tendance à impacter les personnes vulnérables, notamment ceux qui ont les maladies respiratoires. Mais on a aussi les vagues de chaleur. Patrick en parlait tout à l'heure. On en a même discuté en inbox. On a des températures actuellement au Sénégal de l'ordre de 45 voire 47 degrés. Donc, il fait excessivement chaud. Et les personnes vulnérables ont des problèmes à supporter ces températures-là. Donc, ça peut aggraver les maladies cardiovasculaires et les maladies pulmonaires. Et comme nous le savons au niveau du Sahel, pendant la saison des pluies, il y a le paludisme qui est très fréquent et dont l'anophèle se développe pratiquement sous des conditions météorologiques bien connues, à savoir une bonne humidité et un temps très chaud. Donc, ce que nous avons au Sahel pendant la saison des pluies. Donc, voilà nos problématiques, entre autres. Il s'agit d'inondations, il s'agit d'intempéries en mer, il s'agit de vagues de chaleur, il s'agit de phénomènes de poussière. Et tout ça a un impact sur les secteurs d'activité socio-économique du Sénégal et du Sahel en général. Je crois que quand on écoute notre ami Papan Gordhiaï du Sénégal, on comprend toute l'importance de la météo. Vous avez bien compris qu'on parle d'indépendance sur le plan alimentaire, avec les sorties en mer, la pêche, ces tempêtes de poussière, la chaleur, la pluie, c'est bien, mais quand on en a trop, on a un problème par rapport au sol. Bref, on comprend que ces changements climatiques, finalement, selon la zone géographique dans laquelle on va être amené à habiter, effectivement, ça peut entraîner certaines choses très très problématiques, d'où l'importance également, le vecteur social qu'a le présentateur ou la présentatrice. Du côté de Madagascar, quel changement on a pu observer au cours de ces dernières années et comment, du coup, vous avez pu apporter peut-être des solutions au niveau de votre façon de présenter la météo pour peut-être rassurer aussi les uns les autres. Je pense notamment sur tout ce qui est côtier, où ça peut être parfois compliqué chez vous. Alors pour Madagascar, pas seulement pour Madagascar, les impacts du changement climatique se font ressentir partout dans le monde. Mais ce qui est injuste, c'est que les origines du changement climatique, c'est pas vraiment les pays du Sud qui sont à l'origine des émissions de gaz à effet de serre massives dans l'atmosphère, mais que les impacts du changement climatique, c'est eux qui sont victimes. Et ça, c'est trop injuste. Et donc, pour Madagascar, il y a l'intensification des phénomènes météorologiques comme le cyclone, les pluies diluviennes, et il y a aussi les impacts sur la perte en agriculture, la perte de récoltes. Et il y a une recrudescence de différentes maladies. Et également, il y a déjà eu des études sur la pêche. Il y a des impacts plutôt sur la pêche à Madagascar. Donc il y a pas mal de dégâts, et d'autant plus que le pays est vulnérable et exposé à tous ces phénomènes. Et au niveau de la communication, la Direction générale de la météorologie, puisque c'est elle qui produit les bulletins, fait en sorte de vulgariser à travers les réseaux sociaux, YouTube, Facebook. Météo Madagascar a jusqu'à maintenant 300 000 abonnés. Et nous avons aussi la chaîne nationale avec nous. Tous les jours, on y passe les informations météo. Et comme j'avais dit tout à l'heure, on essaie de se baser sur les impacts et on essaie aussi d'écouter les personnes, qu'est-ce qui se passe vraiment. Néanmoins, pas comme ici en France, il y a beaucoup de chaînes privées météo. Mais à Madagascar, c'est presque la chaîne nationale qui diffuse la majorité des bulletins. Et c'est pour cela qu'on a créé Mahatsang Live, qu'on va présenter un tout petit peu par ici, pour montrer l'importance capitale de cette communication basée sur les impacts et aussi d'amener les gens à comprendre tout d'abord que c'est un enjeu crucial, la météo et le climat pour eux. Ils ne comprennent pas que c'est à cause du changement climatique ou de la variabilité climatique,
par contre, ils ressentent quelque chose. Et avec Mahatsang Live, mon équipe qui est composée de sociologues, de météorologues, on tente de corréler les informations au niveau de la société et les recherches au niveau de la météo et du climat afin de pouvoir donner des justifications pour que les gens comprennent et pour qu'ils puissent agir en conséquence. Et voilà. Alors, même question pour Karine, parce que je crois que c'est une question qui t'intéresse de CNews. Quel est le changement qu'on a pu observer ces dernières années, l'impact des changements climatiques sur la météo et également sur la façon de la présenter, que ce soit toi à CNews en France, mais peut-être que tu as un regard aussi par rapport aux États-Unis, vu ton expérience là-bas. Oui, alors c'est vrai que quand on parle de changement climatique et de modification, on pense tout de suite à des énormes catastrophes très visibles, comme les précipitations diluviennes, mais en fait on oublie qu'il y a des catastrophes qui sont peu visibles ou moins visibles, et là je vais prendre l'exemple de ce qu'on a actuellement. On est encore dans une situation de blocage météo la semaine dernière, la semaine prochaine. Alors c'est vrai qu'on apprécie tous d'avoir du soleil, de la douceur, on est tous très contents, mais il ne faut pas non plus oublier que ces situations de blocage anticycloniques, elles se sont vraiment multipliées ces dernières années, et particulièrement ces 6 derniers mois. Il semblerait même que les anticyclones aient eu tendance à remonter un petit peu plus vers le nord. Et ça, c'est une situation qui est assez inquiétante. C'est vraiment une évolution qu'on constate de plus en plus. Alors bien sûr, c'est super sympa d'avoir du beau temps. On ne va pas se le cacher. On peut le dire aussi à la télé. Mais il ne faut pas oublier aussi que ce beau temps, il apporte la sécheresse. Là, l'Europe est dans une situation de sécheresse extrême sur les 3/4 de l'Europe. Et ça a des conséquences, alors sur l'agriculture évidemment, et on oublie que ça a des conséquences sur l'énergie. L'énergie hydroélectrique ne peut quasiment plus fonctionner, ou moins bien. Du coup, le prix de l'énergie est déjà très élevé, on l'a constaté. Il va continuer à augmenter à cause de la sécheresse notamment. Donc voilà, c'est vrai que dans les bulletins météo, c'est un peu compliqué sur des chaînes d'infos comme moi, où on a 1 minute ou 3 minutes. Parce qu'on doit effectivement partager le sentiment du téléspectateur qui est super content d'avoir du beau temps en ce moment, mais on doit aussi donner 1 ou 2 infos sur la sécheresse, et c'est vrai que les téléspectateurs sont jamais contents. Si on parle du beau temps, on a des critiques. Si on parle de la sécheresse, on a des critiques, on nous dit qu'on est trop négatif. Donc c'est un petit peu compliqué à ce niveau-là de marier les deux. Et si je fais le parallèle avec les États-Unis, alors eux aussi ont des situations de sécheresse énormes. Ils ont eu une canicule remarquable en décembre. On a eu plus de 30 degrés au Texas, ce qui est évidemment complètement étonnant. Là-bas, effectivement, les États-Unis ont un regard au niveau de la météo qui est différent de la France, qui est beaucoup plus axé sur la sécurité. C'est vrai qu'en France, dans les bulletins météo, on a encore des bulletins qui sont très axés loisirs. Est-ce qu'il va faire beau ou pas pour que j'aille faire du foot ce week-end ou pique-niquer? Et c'est compréhensible, c'est important aussi. Aux États-Unis, on a vraiment une vision sécurité, parce que là-bas, ils ont évidemment des ouragans, des orages, des tornades, des vagues de chaleur, des tempêtes de neige. Bref, ils ont tout. Donc c'est vrai qu'il y a un exemple qui est frappant, c'est que par exemple on estime que 35% des Américains ont un kit de survie en cas de catastrophe météo tout le temps sur eux, dans leur voiture. En France, nous, ça nous paraît invraisemblable. Donc c'est vrai qu'en France, on y vient quand même, avec, depuis la tempête de 99, depuis les récentes catastrophes en Méditerranée, dans l'Aude notamment, on y vient de plus en plus, et la météo évolue vers ça aussi, les bulletins, vers davantage de sécurité. Et notre rôle à nous, en tant que présentateurs météo, pour moi, notre rôle primordial, c'est vraiment d'avoir une aide à la décision. Par exemple, ça peut être tout bête, à quelle heure je pars par rapport au brouillard. Le brouillard, c'est le phénomène météo qui tue le plus sur les routes, largement devant les autres phénomènes météo. Donc notre rôle, si on a le temps, ce qui est toujours compliqué, ça va être de dire, partez plutôt après 9h ou avant 9h. Voilà, ça c'est notre rôle pour moi. Si on a un risque d'inondation éclair dans le sud, notre rôle, ça va être de dire aux gens, ne descendez pas dans les caves, n'allez pas chercher les enfants à l'école, etc. Et c'est vrai qu'en France, on était peu dans cette mouvance-là avant, mais de plus en plus, on y arrive. Donc je pense comme souvent, on a un petit peu de retard sur beaucoup de choses aux États-Unis, et on arrive de plus en plus à des bulletins qui sont très axés sécurité, comme aux États-Unis. Et ça va être le cas de toute manière, avec le changement climatique, on aura de plus en plus de sécheresse, a priori de plus en plus de précipitations diluviennes aussi. Donc nos bulletins, de toute manière, vont être tournés vers une aide à la décision, vers des conseils de sécurité pour la protection des personnes. Justement, Karine, tu en parlais, le rôle de la présentatrice, le rôle du présentateur.
c'est quoi le rôle de la présentatrice ou du présentateur météo de demain? Ça va devenir quoi le bulletin météo de demain en fait? Quand je dis demain, je veux dire sur la période qui nous attend et les années qui vont venir. Alors le présentateur météo, pour moi, et ça c'est une spécificité française, c'est vrai qu'on a peu de météorologues dans les présentateurs météo. Là aux États-Unis, on n'a que des météorologues et les plus grandes pointures du pays au niveau de la recherche météo sont à la télé. Ce qu'on a moins en France. Par contre, en France, c'est vrai qu'on va quand même avoir tendance à former de plus en plus les présentateurs météo qui sont journalistes à la base. Ils vont aller faire des formations Météo France avec Sébastien Léas notamment. Et ça, c'est vrai que ça va évoluer de plus en plus. On va moins en moins avoir des speakerines, par exemple, et de plus en plus des spécialistes météo. Je pense que cette formation, elle va être inévitable. Et ce bulletin, alors c'est vrai que c'est difficile parce que le bulletin météo, c'est aussi un moment sympa pour les gens. Et il faut le garder sympa lorsque les conditions météo sont sympas. C'est aussi une aide à la découverte. On apprend des choses, on est des vulgarisateurs scientifiques. Par exemple, il y a eu une étude américaine il n'y a pas très longtemps qui demandait aux Américains de citer un scientifique pour voir si les Américains connaissaient des scientifiques. Et en fait, tous les Américains citaient un météorologue. Pour eux, le scientifique qu'ils connaissaient, c'était le météorologue. Donc on a vraiment un rôle. Voilà, on est souvent considérés comme des scientifiques. On passe à la télé, les gens nous voient tous les jours. Donc c'est vrai qu'on a un rôle de vulgarisateur scientifique. Et on a un rôle effectivement de protection de plus en plus. Quand on a des alertes météo, comme le disaient justement les personnes de France Télévisions, c'est que on voit des choses sur la carte, mais c'est vrai que la carte c'est un gros résumé à l'échelle de la France, on ne peut pas montrer les spécificités régionales. Donc notre rôle, c'est à l'oral de pointer les spécificités, de dire voilà, sur cette zone, effectivement, il y a un pictogramme de pluie, mais attention, de manière très localisée, on peut avoir 50 mm au passage d'un orage. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut ajouter, qu'on ne voit pas sur la carte. Donc notre rôle, c'est de la vulgarisation, de la découverte, quand même, c'est sympa de parler des phénomènes météo, et surtout de plus en plus d'avertissement et de sécurité, en espérant que les alertes météo soient de plus en plus prises au sérieux. C'est vrai qu'on a un petit peu de mal, comme on le disait dans la session d'avant, avec la personne de Météorage, à prendre les alertes météo au sérieux. Une vigilance jaune, c'est déjà une vigilance, ce qu'on oublie parfois. Et c'est vrai qu'à la télévision, on a peu de temps. Donc il faut arriver à condenser ces informations et dire l'essentiel et surtout être utile. Pour moi, c'est ça le but d'un présentateur, c'est être utile au quotidien des gens. Laurent Romeshko, la speakerine météo telle qu'elle en parlait il y a de ça pas mal d'années maintenant, c'est fini la speakerine météo. Aujourd'hui, on est vraiment sur des présentateurs qui sont de véritables spécialistes. Oui, alors n'oublions pas, nous ne sommes pas scientifiques, hein. On est journalistes en météo. C'est comme le journaliste qui traite de sujets économie dans le JT. C'est pas un économiste, c'est un journaliste avant tout. On est là. On est une sorte de lien entre le spécialiste et le téléspectateur. Oui, ça a changé aujourd'hui. C'est vrai qu'on a, je pense, un peu plus de crédibilité. Ça n'a pas été facile. Moi qui suis là depuis quelque temps, c'est vrai qu'on a eu une période, pendant une vingtaine d'années à peu près, il y a une chaîne qui nous a beaucoup desservi. On déployait les efforts pour essayer d'être crédible, de faire passer un vrai message, d'intervenir dans les JT. Et c'est vrai que le sujet météo était sur Canal, était traité. Ben oui, je pense que ça nous a toutes et tous un petit peu desservi, a desservi la crédibilité finalement de notre mission. Et bon, aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais c'est vrai que moi, il y a un terme que je déteste, c'est le terme Miss Météo. Et ça, c'est l'héritage de Canal. Et je pense qu'on avait déjà fait beaucoup d'efforts dans les années 90. Et régulièrement, tac, 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 c'était, voilà, ça nous scie un peu la planche. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. C'est vrai que, voilà, je veux dire, on a les journalistes météo ont un certain poids. Aujourd'hui, tu te sens moins Miss Météo, en fait. Moi, personnellement, oui. Non, mais c'est vrai qu'on a beaucoup plus cette étiquette de journaliste et on est sollicité pour ça et les compétences des uns et des autres sont reconnues. Donc ça, c'est un bon point. Mais ça n'a pas été facile, hein. Myriam, on sent qu'il y a eu une évolution. Je confirme. Non, c'est vrai que ça n'a pas été facile. La présentatrice, moi, je suis une fille, alors, présentatrice que tu es aujourd'hui n'est pas la même qu'hier. On a plus de bagages finalement quand on vient parler de météo aujourd'hui à la télé ou à la radio d'ailleurs. Mais c'est vrai que l'héritage de la Miss Météo de Canal+ nous a fait beaucoup de mal. Moi, je suis une fille, hein, donc je peux encore mieux en parler que toi.
Surtout une fille qui met une jupe tout de suite, on est une Miss Météo et ça s'arrête là. Mais bien sûr, heureusement que ça a évolué ces dernières années. Mais on a aussi pu évoluer parce qu'on a eu encore la confiance aussi, nous, de nos rédacs, qui, en fait, leur regard a changé concernant le changement climatique et concernant notre propre métier. Donc forcément, on a pris un peu plus de galons, de confiance. Oui, et puis la confiance, ça galvanise. Ça nous permet de faire encore plus de choses à l'antenne. Avant, on faisait la météo et c'est limite si on se cachait pas un peu, si on n'avait pas un peu honte, parce que effectivement, l'émission de Canal+, nulle part ailleurs, était passée par là avec la Miss Météo. Mais oui, ça a carrément évolué et tant mieux, tant mieux. Alors du côté, ouais. Je t'en prie, Laurent. Je voulais juste rajouter une chose. N'oublions pas aussi que là, ça va mieux. Alors, on est quoi ? Je vais dire depuis la COP21, depuis 2015. Mais n'oublions pas que jusqu'en 2009, il y avait déjà cet élément de discours qui était le climat se dérègle, se réchauffe. Il y avait tout de même une parole climato-sceptique qui était audible. C'est-à-dire qu'on tendait les micros. Moi, je me rappelle de la Copenhague, c'est en 2009, je crois bien, 2009 Copenhague. C'est vrai que c'était une COP qui avait été flinguée par les climato-sceptiques, à qui avait la parole et qui avait été, je ne sais pas s'ils ont été écoutés, la preuve que non, parce qu'a priori aujourd'hui le message est bien passé, mais en tout cas ils étaient entendus. Ça a compliqué les choses, tout ça, mais bon, on s'en sort. Ouais, ça a pris du temps, oui, c'est vrai. Alors, l'avenir du bulletin météo, on peut en parler également avec Madagascar. Je crois que vous avez une petite vidéo à nous faire découvrir. On peut en parler de cette vidéo avant de poursuivre ? D'accord. Alors, le public est tout à fait différent ici et à Madagascar. Bien sûr, à Madagascar, il y a pas mal de public qui ne connaissent pas vraiment la météo, d'autant plus que c'est un domaine scientifique. Donc, il faut que les scientifiques cherchent les bons mots, les bons vocabulaires qui sont faciles à retenir et qui encouragent la population de comprendre et d'agir. Et justement, c'est notre avenir de bulletin météo, si j'ose dire ainsi. Une étude sur la perception de la population à Madagascar du changement climatique a démontré sur tout le territoire que tout le monde a ressenti que le changement climatique existe. Mais ils ne savent pas ce que c'est vraiment. Et donc, alors que ça impacte leur vie, leur santé, l'étude, parce que quand les cyclones passent, il y a beaucoup d'écoles qui sont détruites, et donc il y a l'école qui ferme et tout, et il y a beaucoup d'infrastructures qui sont détruites comme ça. Et cette petite vidéo, c'est pour l'analyse du changement climatique au niveau de la capitale. On a recueilli tout d'abord la perception de la population et on a aussi interviewé les personnes au niveau de la Direction générale de la météo pour pouvoir aligner le ressenti et ce que la météo démontre ou bien qu'il y a déjà le changement climatique. Et enfin, on va dégager vers la fin les recommandations qui viennent de la population et aussi qui viennent des décideurs et des scientifiques. Pour dire que ce type de bulletin, si on peut dire bulletin, c'est plutôt des documentaires, des petites vidéos instructives et informatives, des sensibilisations qu'on va vulgariser petit à petit, jour après jour. On va regarder justement. Le changement climatique est sans équivoque. Les impacts retentissent dans le monde. Madagascar n'est pas épargné. Antananarivo, sa capitale, fait face aux défis de notre temps, des défis liés au climat. Déjà, on est tous concernés par le changement climatique. Et si on ne fait rien, c'est notre environnement et la planète qui vont subir les conséquences. Il a évité
mba tsy anarinary fako eny amin'ny rehetra eny mba hanajy ny tontolo iainana. Le fivana aloha ny hafanana tena tsikaritry e. Tsikaritry dia ohatra manavonavo daholo ny ankizy. Ny fahabitehan'ny ala dia ny vokatry ny rivotra maloto amin'ny setsiky ny tomobilina. Tsara ihany koa fatarina hoe manahoana kay ny tena mandrafitra ny toetrandro eo amin'ny toerana anankiray. Ça fait peur quelque part quand on voit ça, Nicolas Xavier Ladouce de la RTBF en Belgique. J'imagine qu'on n'est peut-être pas au niveau du Sénégal ou de Madagascar ou du Canada ou même des États-Unis, comme en parlait Karine, par rapport à ces changements climatiques. Est-ce que ça va impacter sur nos bulletins météo? Mais tout de même, on remarque quand même qu'il y a un réel attrait, une appétence de la part du public, parce que tout le monde a conscience maintenant qu'il y a des choses qui vont changer. Tout le monde prend conscience en fait qu'il y a des choses qui vont changer. Je crois que la COP21 en effet a permis d'éveiller les consciences. Et puis tout simplement, les records qui s'enchaînent permettent d'éveiller les consciences. Et là, ça se passe finalement dans les annales de la météo et du climat. Et les années les plus chaudes se succèdent de plus en plus. Et donc, le constat est sans équivoque. Et je pense qu'en plus de la COP21, c'est tout simplement le constat qui est là, qui fait que les climato-sceptiques ont de moins en moins finalement la parole et finalement de quoi alimenter leur théorie en fait. Donc c'est vrai que de plus en plus, je crois que maintenant il ne faut plus se battre pour prouver l'existence des règlements climatiques ou du changement climatique. C'est là, c'est un fait avéré et le public en effet manifeste son intérêt. On reçoit, nous, régulièrement des interpellations du public. En tant que service public, évidemment, la porte est ouverte à toute critique constructive ou pas. Et donc, on a aussi des téléspectateurs ou des auditeurs qui ne sont jamais contents. Si on dit qu'il fait beau, eh bien, ils rouspètent puisque, en fait, voilà, c'est vrai qu'en tant que jardinier ou agriculteur, pour le moment, c'est la galère. Et nous, on doit s'adapter à tout ça et adapter le discours avec beaucoup de feeling aussi. Finalement, et on ne va pas dire, on va pas se priver de dire qu'il fait beau après une période de mauvais temps, mais par contre, c'est vrai qu'après des semaines et des semaines de temps, après des semaines et des semaines de temps sec et chaud, le terme beau temps, ensoleillé, on va profiter, etc. On essaye d'éviter, donc on adapte vraiment notre discours, et je crois que le public nous attend aussi par rapport à ça, de les accompagner, et on a créé aussi des rendez-vous qui permettent d'aller plus loin que dans le bulletin météo où on est souvent limité en termes de timing. Et donc c'est pour ça que notre émission Quel temps, tous les midis sur la première chaîne de la RTBF, permet de donner plus d'explications. On peut en créer des petites séquences pour les réseaux sociaux et donc on se développe de plus en plus avec des communautés aussi. Sur les réseaux sociaux, on a lancé un groupe Facebook qui s'appelle Ciel Partagé et où finalement très, très vite on a pu se rendre compte de l'appétence du public par rapport au fait de pouvoir participer aussi au bulletin météo. Et donc on reçoit des tonnes de photos, de vidéos et on interagit avec le public qui a besoin de plus en plus de ça. Et voilà, ça permet, je ne sais plus qui disait ça tout à l'heure, c'est Patrick, je pense, au Canada, de multiplier les plateformes, de multiplier aussi les occasions de pouvoir partager tout ce qu'on a à partager autour de la météo et autour du climat parce que ça devient de plus en plus fondamental. On a bien compris qu'il y avait une réelle importance de la météo et qu'il y avait des enjeux qui se jouaient, qui sont particulièrement différents, que ce soit à Madagascar, au Sénégal, au Canada, aux États-Unis, en Belgique ou en France. Sébastien Léas, du coup, toi, tu es prévisionniste, Météo France, également Radio France à la radio régulièrement. Il va ressembler à quoi notre bulletin météo demain? Est-ce qu'il va impérativement devenir plus long? On entend beaucoup parler de timing à la radio, à la télé, où on a des timings parfois trop courts. Ce sera une obligation pour demain pour pouvoir décrypter, analyser et expliquer ce qu'est la météo, ou tout du moins ce qu'elle deviendra? Je ne sais pas si on partira sur des bulletins quotidiens qui seront vraiment plus longs, ou ce sera plus sur des émissions de décryptage. Comme ça peut arriver, Laurent a la chance de faire une émission sur 1 heure, et c'est quand même, on n'a pas tous cette chance-là quand on est à l'antenne. Ça me plaît pas. 52 minutes. Voilà, on n'a pas tous la chance d'avoir ce temps-là, et donc plutôt peut-être changer de canal et d'utiliser les Facebook Live comme font Nicolas Xavier ou encore Patrick, de changer de plateforme en fait, changer de modèle de communication. Les modèles de communication standards resteront ce qu'ils sont aujourd'hui, surtout en radio, où en plus la météorologie est malheureusement un peu la variable d'ajustement sur le timing avec l'horloge qui est vraiment très importante, tu sais ce que c'est.
Donc du coup, effectivement, on va peut-être plus après changer et passer sur du décryptage, sur des séquences un peu plus longues, des questions-réponses, des interviews, voilà, en passant pour un spécialiste. Alors moi, j'ai la chance d'avoir mon diplôme qui me fait passer pour un spécialiste. Du coup, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple pour nous de passer sur du décryptage et d'expliquer des choses de manière pédagogique, des conseils de comportement, comme a dit Karine aussi. Il faut savoir essayer d'éviter de sortir à certains moments, de se rapprocher. On le disait déjà quand j'étais tout petit, de ne pas passer sous les arbres quand il y avait de l'orage. Voilà, c'est ça aussi un conseil de comportement, c'est d'éviter d'aller près des digues quand il y a des grandes vagues, c'est d'éviter d'aller près des cours d'eau quand il y a effectivement des fortes précipitations qui sont attendues. Donc l'idée va être effectivement de faire plus de pédagogie, peut-être pas forcément dans le bulletin au quotidien, mais plutôt dans d'autres plateformes ou des émissions de décryptage. Alors, visiblement, excuse-moi, je crois que nos amis du Canada et du Sénégal sont toujours avec nous. Patrick de Bellefeuille t'en a parlé à plusieurs occasions. Tu as beaucoup parlé des réseaux sociaux. Sébastien Léas en parlait à l'instant. Alors, même si, bien sûr, les médias traditionnels, radio, télé, restent prédominants dans nos vies, aujourd'hui, est-ce que la météo doit vraiment se déporter sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur une multitude de médias pour pouvoir prévenir, justement, nos auditeurs, nos téléspectateurs de ce qui peut arriver à tout moment de la journée? On est obligé d'être finalement multicanal en termes d'information météo? Je vous dirais que oui, c'est l'approche qu'on a prise, nous, à Météo Média, c'est-à-dire que toutes les multiplateformes, chaque fois qu'on fabrique un sujet, un reportage, un bulletin, c'est diffusé à travers toutes les plateformes. Mais pendant que tous mes collègues sont là, je pense qu'il y a une chose qui est importante, que je veux partager avec vous dans la discussion, dans le discours climatique, tout le processus qu'on a fait, nous. Parce qu'on sait, on est comme vous, et Nicolas l'a bien mentionné, on est ouvert aux opinions, mais souvent, c'est des opinions qui sont pas très gentilles, disons. Hein? Il y a quelques bons commentaires, mais il y a surtout des gens qui sont... Et on essaie de comprendre qu'est-ce que les gens veulent savoir, qu'est-ce qu'on peut leur dire. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'on a tellement montré le risque du changement climatique, que ce soit au niveau du déséquilibre climatique, au niveau des problèmes de réduction des émissions, de l'aspect social, de l'aspect moral, les négos de la COP, les rapports du GIEC, tout ça, on a tellement parlé de ça, l'impact des changements climatiques, qu'on a peut-être donné l'impression au public que maintenant, la tâche, elle est trop grosse. Il y a trop à faire. Et là, les gens vont commencer à faire... De toute façon, on ne peut pas s'attaquer à ce truc-là, c'est trop énorme, on n'y arrivera pas. Tout ça. Et c'est pour ça qu'on a plutôt pris une approche en disant, plutôt que de montrer beaucoup de causes et d'impacts, on va beaucoup parler de solutions et on s'est rendu compte que c'est ce que les gens recherchent. Et je vous donne un exemple. J'ai fait un truc qui a super bien marché, qui est un reportage sur une firme d'architecture parisienne qui est en train de fabriquer un édifice avec les murs seront recouverts de caissons d'algues. Mais ça, c'est une solution. Mais ça a beaucoup mieux marché que quand j'ai fait un truc en expliquant que le fleuve Saint-Laurent est en train de perdre son oxygène à cause du changement climatique et du mouvement du Gulf Stream. Donc, je nous mets en garde, nous, les gens qui devons parler du climat, de faire attention de ne pas décourager la population. Alors, on t'a un peu perdu, Patrick. Si tu peux nous répéter ce que tu nous disais sur les dernières 20 secondes. Oui, c'est ça. Donc, je nous mets vraiment en garde. On veut... Qu'est-ce qu'on veut? Hein? Qu'est-ce qu'on veut tous? On veut tous que notre message passe. On veut que notre message soit efficace. Mais évitons, je vous en supplie, de décourager la population par l'ampleur du travail à faire. Choisissons plutôt de montrer des solutions que de montrer des impacts. Et non, on n'essaie pas de sauver la Terre. On essaie de sauver l'humanité parce que la Terre, elle sera encore là. Moi, je suis assez d'accord avec Patrick. Hein. Alors, on n'entend pas très bien Myriam, si on peut avoir un peu plus de son sur Myriam. Non, je disais à l'instant que j'étais assez d'accord avec Patrick. En plus, on sort de la crise du Covid, il y a la guerre en Ukraine, voilà. Faut pas être anxiogène non plus. Effectivement, le changement climatique est en marche. Mais comme dit Jean Jouzel, hein, le président de cette magnifique association, Jean Jouzel dit de toute façon, il y a des solutions. Donc, on essaye aussi de mettre en avant ces solutions-là. Voilà. Mais je suis d'accord avec Patrick, il ne faut pas être anxiogène. En fait, il y a un état des lieux, il y a des faits, on pose les faits, et voilà. Mais il ne faut pas non plus que les gens se culpabilisent en prenant une douche, en faisant un barbecue. Voilà. Il faut aussi que les gens prennent le temps aussi d'ingurgiter cette info, que ça rentre progressivement dans leur quotidien et
Et voilà, mais c'est vrai que notre rôle est important pour ça. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et je ne veux pas non plus rendre ce changement climatique anxiogène parce que ça va faire l'effet inverse, en fait. Et on ne va plus être audible. Voilà. Finalement, la présentatrice ou le présentateur ont un rôle de médiateur, mais tout en gardant une certaine légèreté, tout en étant de plus en plus expert. Parce qu'effectivement, il y a des solutions qui existent et il y a des gens qui ont déjà mis en place des solutions. Il y a des choses qui existent. Donc c'est pour ça que moi je veux pas non plus faire un bulletin météo anxiogène où on va tous mourir. Non, on est là comme dit Laurent, on prévient, parfois même on a de la chance de pouvoir prévenir plusieurs jours à l'avance qu'un phénomène est en train de se préparer comme un épisode Cévenol, machin, après il y a les vigilances qui arrivent. Voilà, ça c'est notre rôle aussi de prévenir pour préserver la population. On peut faire des décryptages, on peut expliquer, on peut abattre des clichés autour de la météo. Parce que c'est aussi notre rôle, voilà, parce qu'il y a plein de clichés autour de la météo qu'on peut décrypter dans nos bulletins. Voilà, par exemple, je sais pas moi, un anticyclone en hiver, c'est pas forcément du soleil, ça peut être de la grisaille et des nuages bas. Voilà, donc on prend le temps d'expliquer ça. Mais voilà, en aucun cas être anxiogène, c'est pas notre rôle. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Alors, et je pense que voilà, on doit plus s'évertuer à prouver quoi que ce soit. Et c'est peut-être cet aspect-là des choses qui a fait que ça pouvait paraître difficile pour le public de recevoir toutes ces informations, parce que finalement, devoir prouver que le réchauffement climatique existe, c'est mettre des faits en avant, et donc c'est vrai que ça peut décourager. Mais maintenant, il y a tellement d'exemples de solutions efficientes pour l'avenir qui sont en train de se développer, qu'en effet, notre rôle, je pense, c'est vraiment de mettre tout ça en avant, et c'est de faire comprendre que c'est pas finalement du luxe de pouvoir activer ces solutions, c'est à la portée de tout le monde, et ce sera de plus en plus, on l'espère, et en tout cas, je crois que notre rôle, ça va être de mettre vraiment ça en évidence, de dédramatiser aussi la solution du dérèglement climatique. Voilà. Il y a des solutions qui existent de plus en plus à des niveaux multiples, et donc mettre ça en évidence, je crois que c'est le rôle de demain, et s'équiper d'outils pour le faire, c'est sans doute notre rôle également. Multiplier les rendez-vous sur différentes plateformes. Le bulletin météo aura toujours son utilité parce qu'on aura toujours le public qui voudra savoir quel temps il fera demain chez lui, mais je pense qu'on a la crédibilité pour accompagner le public dans la mise en avant de solutions. Ouais. Et surtout bien choisir sa source de météo. Par exemple, la météo de l'iPhone, elle est fausse. C'est des météos mécaniques, il vaut mieux choisir des applis faites par des vrais prévisionnistes et qui vont donner des vraies infos. Non mais c'est vrai. Oui. Voilà. Enfin, je ne confirme rien. Hein. S'il y a des gens d'Apple, on leur passe le bonjour dans la salle. Je crois que Mamie Nirina Roland, Randriana Rivello voulait rajouter quelque chose. Oui, pour enchaîner avec ce qu'ils sont en train de dire, c'est vrai que le public à Madagascar est différent du public d'ici, puisqu'il nous faut encore une sensibilisation sur le changement climatique. Mais notre mot d'ordre dans Mahatsang, en tant que météo et climat garant du développement de Madagascar, c'est vraiment de transformer les menaces du climat en opportunités. C'est ça notre mot d'ordre. Mais au tout début, il faut montrer les faits et on enchaîne avec les solutions. Voilà. Alors, on va passer à vos questions. Vous qui êtes là avec nous pour ce Meet-up météo, vous avez la chance d'avoir toutes ces présentatrices, présentateurs qui sont là, également nos amis qui sont au Canada et au Sénégal à distance qui vous écoutent. Donc si vous avez des questions, c'est le moment par rapport aux enjeux et au changement climatique et au bulletin météo de demain, ou tout simplement sur le rôle d'une présentatrice ou d'un présentateur, ou encore peut-être les conseils qu'ils ont si vous aussi peut-être un jour vous désirez faire le même métier. Je crois que c'est le cas pour un certain nombre d'entre vous qui suivent ces rencontres depuis le début de la journée. Bonjour à tous et merci pour vos présentations successives, c'était très intéressant. Concernant la dernière thématique qu'on a abordée, comment faire pour vous, enfin vraiment concrètement, les outils pour réduire cette anxiété climatique qui est de plus en plus grande. Et je travaille aussi avec des classes et on le voit, il y a des petits de 8 ans qui pleurent le matin parce qu'ils ont peur du climat, de qu'est-ce que ça veut dire, etc. Donc vous qui avez une si grande audience, comment faire concrètement pour les rassurer?
Fonctionne, oui, ça fonctionne. C'est un travail de fond. C'est ce que disait Patrick de Bellefeuille, ce que vous disiez tous, ce que disait également Myriam en disant on n'est pas là pour donner des leçons, on est là. La bonne voie, c'est certainement apporter des solutions. Alors chacun sa technique. Moi, je pense que c'est la même chose pour la RTBF. L'option qu'on a dans ce genre de magazine où on a un petit peu plus de temps, c'est d'essayer d'apporter des solutions. On n'est pas là pour donner des leçons, mais c'est vrai qu'on a très souvent ne serait-ce que de consommer ce qui est produit à proximité, le respect des saisons. C'est un message qui paraît simple, qui est un petit peu long. Je pense que c'est une question d'éducation. Je pense que ça devrait, et je pense que ça doit faire partie aussi des programmes éducatifs dans le système scolaire. J'espère que ça l'est aujourd'hui, je pense. Mais c'est, tac, en enfonçant le clou, tous les jours, un petit peu, comme ça, en parlant, finalement, ça finit par devenir la norme. C'est comme ça aussi, enfin moi j'essaie de contribuer, d'apporter un peu ma part, et je pense qu'on peut aller dans ce sens-là. C'est sur la consommation, c'est essayer le message de décroissance, moi j'essaie aussi de le faire passer. C'est vrai que d'acheter, d'utiliser ce dont on a besoin, c'est un message que j'essaie de faire passer. D'aller acheter peut-être un petit peu plus cher, mais produit pas très loin, ou en tout cas sur l'Hexagone, c'est vrai que c'est un message aussi qu'on essaie de faire passer, mais c'est long, c'est un travail de longue haleine, et c'est très conflictuel en plus, parce que n'oublions pas qu'on est tout de même dans une société, là vous parliez de la météo d'Apple, enfin ce genre de choses. Il y a très souvent une contradiction chez les plus grands défenseurs du climat, c'est qu'ils communiquent comme des malades sur des appareils à 1200 € qui viennent de Chine et qui changent tous les 6 mois parce qu'il y a le modèle au-dessus. Voilà, et parfois il y a un truc comme ça, il y a un côté Dr Jekyll, Mr Hyde, mais je pense que tout passe, comme le disait Myriam, par l'éducation, mais c'est un travail de longue haleine, ce sont des habitudes à reprendre. Mais je pense que cette génération, enfin notre génération, moi je suis un peu plus vieux, mais je veux dire par là que chez les plus jeunes, chez les plus jeunes, chez les 20 ans à peu près, tu t'enfonces voilà, là, hein. C'est quelque chose qui est bien ancré maintenant, et je pense que pour la génération qui va suivre, pour les petits qui ont 4-5 ans, ça sera beaucoup plus normal, parce qu'il y a cet élan, cette inertie qui sera mise en place. Je voulais juste rajouter que sur le journal de 13h de France 2, il y a les questions aux enfants avec Julien Bugier. Et par exemple, là, mercredi, toutes les questions que les enfants ont posées dans le JT tournaient autour de la sécheresse. Et c'est Chloé Nabédian, qui était en plateau et qui a répondu à ces questions aux enfants. Donc il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. C'est vrai que l'éco-anxiété, c'est une nouvelle maladie psychologique. D'ailleurs, il n'y a pas de diplôme encore. Je crois qu'il n'y a qu'une université en France qui est en train de mettre en place ce diplôme pour ces nouveaux étudiants qui veulent être spécialisés dans cette maladie d'anxiété autour de l'écologie, donc, et pas économie, c'est anxiété. Mais c'est vrai que les enfants ont une curiosité pour tout. Et c'est vrai que dès qu'on les amène 5 minutes dans un parc, dans la nature, c'est le moment d'avoir un bon mot sur la planète. Et puis après, il y a tellement de choses qui sont faites. Alors moi, juste pour répondre à Laurent, moi c'est du reconditionné. Voilà. J'achète tous mes iPhones en reconditionné. Mais non, voilà, c'est vrai que les enfants posent beaucoup de questions. Moi, je comprends leur inquiétude parce que c'est pas une inquiétude que nous on avait quand on était en primaire, par exemple. On n'avait ni le Covid, ni l'éco-anxiété. On vivait plus librement dans nos têtes. Ça ne veut pas dire que c'était mieux en matière d'écologie, mais on en parle plus. Et c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à répondre à leurs questions, en fait, mais de manière très très simple et complètement didactique et décomplexée. On va faire un petit instant CSA, Huawei, Samsung, voilà, on est bon. Comme ça, on a fait 3 marques. Moi, je voudrais rajouter quelque chose aussi. On parle beaucoup du rôle du présentateur météo, du bulletin météo. Moi, je voudrais élargir un peu au rôle des médias en général, puisque nous ne sommes pas les seuls acteurs dans les médias. Or, les médias qui existent un peu partout ont une puissance de frappe quand même assez importante. Et donc, dans leur globalité, je pense que les médias doivent prendre ça vraiment à bras-le-corps aussi. Nous, à la RTBF, on vient de créer une cellule qui s'appelle la cellule Impact,
dans laquelle on va coordonner toutes les offres éditoriales de la RTBF qui tournent autour de ces questions du respect de l'environnement, de la question climatique, et cela au sens large. Parce que les médias ont le pouvoir de proposer des documentaires pour accompagner leur public, pour décrypter, même des fictions qui peuvent aussi embarquer ces questions-là. Et donc à la RTBF, on a décidé de prendre ça à bras-le-corps, aussi de se regarder en se disant très bien, on a un discours, et nous, qu'est-ce qu'on fait par rapport à l'environnement, nous en tant qu'entreprise. Et donc je crois que c'est une globalité aussi au niveau des médias, vraiment d'avoir cette culture maintenant du respect de l'environnement, pour pouvoir aussi embarquer tous les publics, en fait, parce que c'est vrai que je ne pense pas que les enfants sont les plus grands consommateurs du bulletin météo sur la Une chez nous ou sur France 2, mais par contre, on a tout un programme jeunesse qui leur est proposé. Et donc, en créant cette cellule, eh bien, quelque part, on se donne les moyens d'embarquer ces contenus-là aussi pour informer les plus jeunes et pour finalement les éduquer quelque part. On va peut-être passer à une autre question, s'il y en a. Merci de nous donner la parole. C'est important. On fait partie effectivement de la population qui est concernée également. On parlait des enfants, d'éduquer les enfants, mais je pense en fait que l'idée importante, c'est surtout on dit aux enfants qui vont rapporter aux parents pour dire « ça, c'est pas bien ce que tu fais ». Pensons à la publicité de l'eau. Il y a une pub qui dit ça, mais pourquoi tu utilises cette eau? Pourquoi tu gaspilles comme ça au robinet? Eh bien, je vais même vous dire, j'ai des petits-enfants qui comprennent déjà que je suis de Madagascar aussi, hein, mais ce sont des métis, mes petits-enfants. Et je leur informe du problème qui se passe au pays. Il y a la sécheresse, il y a des enfants qui n'ont plus d'eau à boire. Ils sont obligés de mastiquer des cuirs. Et quand ils entendent ça, ils ont les larmes aux yeux en se disant « Mais mamie, mais c'est quand même triste. Moi, quand je serai grande, eh ben, j'irai peut-être dans ton pays et puis je ferai aussi en fait l'information, je passerai l'info. Ben tu vois, c'est pas bien ce qu'on fait nous en Europe. Pourquoi faisons-nous ça? Mon mari est français, mais je vais vous dire, il connaît très bien Madagascar. Et quand il a vu tous les problèmes qui se passent au pays, il est écœuré. Il me dit, j'ai envie d'aider, même si c'est pas mon pays, mais ma femme est malgache, donc c'est mon pays aussi. Je l'ai épousé, donc j'épouse son pays. Et moi, je me pose des questions. Est-ce que notre gouvernement est vraiment conscient de ce qui se passe au pays? Pourquoi ce sont que des ONG, des assos qui font quelque chose? Où sont-ils? On nous donne des leçons, mais on laisse crever le peuple. Et moi, je ne suis pas d'accord. Et quelque part aussi, chez nous en France, il y a ces problèmes-là, mais on les camoufle un peu. Je suis du ministère de la Transition écologique. Et tous les jours, je vois certaines choses que font les agents. Et c'est là la leçon aussi à donner. Mais en fait, nous avons de la chance, on a des poubelles qui trient. Mais pourquoi tu fais n'importe quoi là? Si on te dit que les vrais déchets sont là, les bouteilles sont là, le papier est là, mais pourquoi? T'en as rien à faire. Alors finalement, qu'est-ce que tu portes comme étiquette là? Ministère de quoi? Alors, on comprend très bien votre remarque qui est pertinente, hein, toujours est-il, mais comme nous n'avons pas une assemblée de politiciens, mais plutôt de personnes qui interviennent dans les médias, est-ce qu'il y a une question qui découle de ça, de fait? Effectivement, je ne regarde pas souvent la télévision. Hein. C'est vrai que les prévisions, comme vous dites, sont un peu faussées sur nos Android, sûrement. Mais tous les jours, je me dis, ah bah tiens, il y a ça comme prévision. Alors, peut-être que je pourrais prendre mon parapluie. Mais je me dis, mais non, je ne vais pas les écouter. J'aurai toujours un chapeau dans mon sac. Et puis, bah, s'il pleut, bah, j'aurai le chapeau. Et puis, c'est vrai que les messages que vous faites passer sont quand même pertinentes des fois. Ça dépend des présentateurs. Je suis désolée de le dire, mais il faut se le dire, les choses. C'est comme ça qu'on s'informe et qu'on s'éduque. C'est pas juste que ça passe à l'école, que ça passe dans l'entreprise, que ça passe dans les assos. Non, nous sommes tous utiles les uns pour les autres. Donc, choisissons des choses simples pour que, en fait, cette information se passe correctement et simplement, sans, en fait, anxiété. Voilà. Merci. Alors, je ne sais pas si on peut apporter un complément d'information sur ça, parce qu'il n'y a pas réellement de questions. Peut-être si on a une autre question, mais c'était une remarque pertinente. Je crois qu'on a une autre question juste ici.
Voilà, juste là, le monsieur. Bonjour, déjà merci pour la conférence. Alors, faut rapprocher un petit peu le micro de la bouche, si ça vous dérange. C'est mieux là? Parfait. Ah oui, pardon. Déjà merci. Et puis juste rapidement, tout à l'heure je suis d'accord que la méthode de l'iPhone, j'ai un iPhone mais reconditionné aussi, mais c'est sûr que c'est de la merde la méthode de l'iPhone. Par exemple pour Paris, il y a Météo Paris de Guillaume Séché qui est pas mal, qui est expertisé, ou Météoville. On a un prévisionniste avec nous. Donne-nous tes tips. Quelle est l'appli météo la plus efficace sur nos téléphones? Moi, je suis étiqueté. Forcément, je suis prévisionniste Météo France. Aujourd'hui, l'application la plus expertisée qui existe sur le territoire français, mais aussi sur les Outre-mer, c'est celle de Météo France. Oui, bien évidemment. Voilà, on a des prévisionnistes qui sont en région. On a certains qui bossent en Ile-de-France. En tout cas, clairement pas l'iPhone, mais je peux expliquer la différence. En fait, c'est juste qu'ils ingurgitent de la donnée numérique pure. Et ils la retranscrivent comme ça dans des bases de données. Nous, cette donnée numérique, on va en utiliser plusieurs. Déjà, enfin, la prévision numérique, on travaille aussi avec, mais on va pas utiliser qu'un seul modèle. On va faire de l'étude multimodale. Il y a plusieurs modèles au monde. Il y a le modèle français, américain, anglais, européen, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on va expertiser avec en plus des prévisionnistes qui sont en région et qui ont la connaissance du terrain. Je pense notamment à la région lyonnaise où ils doivent gérer et le Massif central et les Alpes d'un côté et de l'autre. Ils ont une expertise qui est extrêmement importante, bien plus qu'un modèle numérique qui, lui, va faire de la prévision sur tout le globe et va pouvoir et finalement va pas réussir forcément à faire le relief. Donc voilà, moi mon tip c'est Météo France. Moi j'avoue qu'il y a Météo France, Météoville et aussi la chaîne Météo que Et il y a Weather Pro aussi. Ah oui. Enfin sinon j'avais pardon. Après, Karine, peut-être sur la chaîne météo justement, tu voulais intervenir? Est-ce qu'on entend? Oui. Après, je pense qu'il ne faut pas négliger les infos et l'apport qu'on peut avoir sur les sites régionaux. Je pense à la météo montagne qui est très spécifique. Au niveau régional, on a des sites qui ne sont pas forcément des sites officiels, mais qui donnent un complément d'infos avec un regard de quelqu'un qui vit sur place, qui connaît le relief, qui joue justement un grand intérêt également dans les prévisions météo. Et c'est vrai que tous ces sites régionaux, qui sont parfois des sites de passionnés, parfois des sites de stations de montagne, d'offices de tourisme, et c'est vrai qu'ils jouent vraiment un rôle très important si on veut des prévisions très fines pour son lieu de vacances, notamment montagne ou mer. Je pense que se tourner vers des sites régionaux, c'est aussi une bonne idée. Je pense que le mieux, c'est vraiment d'avoir une sorte de complémentarité, d'aller chercher de l'info dans les bulletins météo en télé, dans les bulletins météo en radio, et de compléter éventuellement avec des infos qu'on peut aller gratter un petit peu plus sur des sites régionaux ou bien des sites dont on a remarqué qui sont particulièrement efficaces. Mais en effet, attention aux sites qui vous donnent un pictogramme et une température, puisque, comme l'expliquait Sébastien, c'est vraiment de la donnée brute de modèle, pas interprétée, qui vous est proposée. Et donc, du coup, il n'y a pas d'expert qui relie quelque part cette information, et il n'y a pas non plus, nous, les experts des médias et de la communication, qui pouvons contextualiser toutes ces données et vous donner une explication. L'iPhone vous dit quel temps il va faire, il ne va pas vous dire pourquoi. Il y avait une suite, a priori. Oui, alors juste deux questions. Alors déjà, j'ai eu seulement entre guillemets une licence de géographie. Dans cette licence, c'est par rapport au métier de la météo. Et en fait, j'ai notamment eu l'enseignement analyse des systèmes climatiques, dans lequel j'ai été assez bon, mais j'ai pas fait d'autres études ensuite. Alors je me doute bien que je serais ni climatologue ni météorologue, mais si je pouvais avoir des conseils pour bosser dans le domaine météo et climato, j'ai lu pas mal de bouquins, notamment de Guillaume Séchet, de Louis Baudin par exemple, et je m'intéresse beaucoup à la question depuis au moins 15 ans. Et donc ça c'est la première question. Et la deuxième question, est-ce que parler de décroissance, c'est pas un peu parfois clivant ou extrême, dans la mesure où, pas à Paris, mais en province, il y a des gens par exemple qui sont obligés de prendre leur voiture pour aller très loin hors de France, on est obligé de prendre l'avion. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt investir dans les énergies d'avenir non polluantes plutôt que faire l'écologie punitive? Voilà. Alors là encore, je vous rappelle qu'on est juste avec des professionnels des médias, qu'on n'est pas avec des acteurs du monde politique
ou locales. Alors je ne sais pas s'ils pourront ou s'ils voudront répondre sur la Moi, je vais répondre deuxième sur question, la première question. mais au moins sur la première. Sur la première, en fait, vous pouvez encore, c'est un niveau licence, vous pouvez rentrer directement en cycle ingénieur à Météo France via le concours. Il y a aussi le cycle technicien. C'est des concours de la fonction publique qui sont ouverts aux catégories A et aux catégories B. Donc c'est niveau licence, vous pouvez directement postuler sur les deux. Ingénieur étant une clé un peu plus haute et une marche un peu plus haute à faire. On recrute tous les ans des ingénieurs et des techniciens, donc il y a encore de la place. Après, il y a effectivement des entreprises parce qu'il y a deux cycles au final. Ingénieur, il y a ingénieur pour rentrer à Météo France et un cycle ingénieur pour avoir le diplôme d'ingénieur reconnu de Météo France et aller bosser après dans d'autres entreprises. Donc il y a encore largement la possibilité de devenir ou prévisionniste ou climatologue. Moi, je peux apporter un complément par rapport à mon expérience sur la chaîne météo. Alors, effectivement, le titre officiel de météorologue, il faut passer par Météo France pour avoir ce titre officiel. Dans beaucoup d'entreprises, comme la chaîne météo, comme parfois dans les assurances aussi, on a ce qu'on appelle des météorologues qui ne sont pas des météorologues qui ont le titre de météorologue. Ce sont des gens qui ont fait des licences de géographie, la plupart du temps, qui sont passionnés, c'est-à-dire qui ont appris par eux-mêmes. Et des gens comme ça, on en a plein. On en a à la chaîne météo, on en a à LCI. On leur donne le titre de météorologue, mais ce n'est pas officiel. Ce ne sont pas des météorologues de France, ce ne sont pas des ingénieurs prévisionnistes, mais ils ont cette base universitaire, ils ont la passion, ils ont appris par eux-mêmes, et ils rentrent dans des endroits comme la chaîne météo, où ils sont en plus formés sur le tas, et on les considère comme des météorologues, même s'ils n'ont pas le titre officiel, et la plupart des présentateurs de la chaîne météo sont dans ce cas de figure-là. Voilà. Après, pour répondre à votre deuxième question, j'ai juste une petite info à donner sur les énergies renouvelables. En fait, la question c'était, je crois, est-ce qu'il faut en gros arrêter de voyager, moins voyager ou alors développer davantage les énergies renouvelables, c'est ça? C'était ça? Non, il trouvait que de prôner la décroissance, c'était pas évident parce qu'il y a des gens, notamment en province, qui doivent utiliser leur voiture et que finalement, c'est parfois culpabilisant. Alors je dirais que s'il y a les deux à la fois, le problème des énergies renouvelables, ce qu'on a remarqué ces dernières années, j'ai fait pas mal de conférences sur le sujet, donc j'ai quelques notions, même si je ne suis pas spécialiste, c'est que là, en 2021, le développement des énergies renouvelables a atteint un niveau record, ce qui est une super nouvelle. Sauf qu'en même temps, l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, comme le CO2, a aussi atteint un niveau record. Donc on se rend compte qu'en développant les énergies renouvelables, malheureusement, ça n'a pas encore été nécessaire pour atténuer ces émissions de gaz à effet de serre. Et le problème qu'on a avec les énergies renouvelables, qu'il faut continuer à développer, c'est une évidence, et il faut continuer à travailler dessus, c'est qu'en construisant ces outils, eh bien, on émet à nouveau des émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire que la construction de ces outils émet davantage de gaz à effet de serre, même si une fois que les énergies sont en place, ça marche plutôt bien. Donc ça, c'est un problème sur lequel il faut travailler actuellement et qui est très compliqué. Donc je dirais que la réponse à votre question, c'était les deux. Je pense que malheureusement, il faut se restreindre un petit peu, en tout cas essayer de ne pas dépenser inutilement, et en même temps il faut travailler sur des constructions, en tout cas des modes de réalisation des énergies renouvelables qui sont moins émettrices de CO2. Laurent ? Oui, pas que c'est un problème qui est super compliqué parce que sur les énergies renouvelables, alors quand on parle de voitures électriques, de photovoltaïque ou autre, il n'y a pas que le problème d'émission de CO2, de gaz à effet de serre. Il y a un problème beaucoup plus global qui est un problème environnemental. Ces appareils sont construits avec des matériaux qui sont généralement des terres rares, des métaux rares, dont l'extraction est une véritable catastrophe environnementale. Je pense notamment au lithium qui équipe tous les véhicules électriques. Oui, c'est formidable l'électrique, mais une fois que le véhicule est construit, après, si l'électricité fournie est verte, c'est parfait. Mais la construction du véhicule, d'un point de vue environnemental, il y a un impact tout de même qui est très lourd. Et ça, pour l'instant, tout le monde n'est pas d'accord. Il y a différents discours. Personnellement, je pense que entre l'extraction de ces minerais, de ces métaux, ces terres rares, le recyclage ensuite de ces métaux, de ces batteries lithium, voilà, je pense qu'il y a du mal de fait. Est-ce qu'il y a plus de mal que de bien? C'est la question et personne n'est d'accord pour le moment. Alors, on va aller au Canada retrouver Patrick de Bellefeuille de Météo Média. Je crois que lui, il est à vélo depuis bien longtemps. Hein ?
Oui, Patrick, je crois que tu surtout en voulais janvier. intervenir. En janvier, c'est fantastique. Le vélo à Montréal, c'est à essayer. Je pense que c'est important je voulais rajouter à ce que vient de dire Laurent et ce que vient de dire Karine. Imaginez, au début du dernier siècle, en 1902-3, quand on invente la voiture, est-ce qu'on a dit « Ah non, 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 quelle invention qui ne fonctionne pas, il n'y a pas de route, il n'y a pas de feu de circulation, il n'y a pas de ligne par terre, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de station d'essence. » Non. On a inventé, on est parti et on a adapté à mesure. Oui, en effet, les voitures électriques, ce n'est pas idéal. Oui, en effet, l'énergie renouvelable, ce n'est pas parfaitement renouvelable. Mais si on attend la solution parfaite, oubliez ça, on ne partira jamais. L'idée, c'est de se dire, oui, elle a des défauts, la voiture électrique, et pendant sa durée de vie, elle n'émet rien quand même. Et on peut. Alors oui, c'est vrai que c'est un long débat. On va pas trop tarder là-dessus. Juste, je voudrais partir au Sénégal, voir Papa Ngor Ndiaye, qui a la gentillesse d'être avec nous également pour cette 19e édition du Forum Météo et Climat. Vu de chez vous, en Afrique, vu du Sénégal, quand vous nous entendez, nous, occidentaux, parler de décroissance, se poser autant de questions, comment on voit ça du côté de l'Afrique, qui est un continent qui, lui, cherche à se développer et à qui on explique aujourd'hui que finalement, bah non, faut peut-être pas en faire autant parce que c'est déjà une situation qui est compliquée. Comment vous voyez les choses, vous? Disons qu'en vous entendant discuter, on comprend qu'on n'a pas le train en même temps. Vous êtes des wagons en avance par rapport à nous. Parce que les problématiques ici au Sénégal, c'est surtout l'éveil des consciences. Les gens ont d'abord besoin de savoir qu'est-ce que le changement climatique. Il faudrait qu'ils comprennent cette notion-là. Le changement climatique, pour nous, c'est une question de survie. Ça a comme connotation le risque de catastrophe. Donc, c'est quelque chose qui fait vraiment peur. Et que dans la population en général, quand il y a une anomalie sur le temps, c'est-à-dire qu'il pleuve beaucoup ou bien qu'on ait un coup de fraîcheur, on a l'habitude de dire que c'est le changement climatique. Donc tout ce qui est anormal pour nous, c'est le changement climatique, ce qui est déjà un bon début pour pouvoir le comprendre. Mais pour nous, avant de pouvoir proposer des solutions, il faut surtout l'éveil des consciences. Il faudrait que les gens comprennent que voilà le changement climatique, nous le vivons actuellement. Et qu'il y a de ces comportements qui peuvent nuire ou bien aggraver le contexte du changement climatique. Lorsque vous me parlez de véhicules électriques ou autres, nous, on a des problèmes d'insalubrité. On a des problèmes d'insalubrité, c'est-à-dire comment gérer nos ordures, comment gérer nos déchets. Donc tout ça, c'est des problèmes qu'on devrait a priori gérer d'abord avant de vous rejoindre peut-être. Pour le moment, nos populations ont besoin de mieux comprendre le changement climatique. Quel est son impact? Est-ce que ces températures que nous avons, 45, 47 degrés, est-ce que ça va augmenter ou pas? C'est que tantôt je vous ai parlé de la problématique sur la gestion des inondations. C'est-à-dire les gens construisent n'importe où, n'importe comment. Donc, il faudrait éveiller ces consciences, montrer aux gens que là où vous construisez, c'est des voies d'eau. C'est des zones non défendues et c'est des zones où on devrait éviter. On devrait apprendre ou bien éveiller la conscience des populations sur comment gérer nos ordures. On a des ordures à ciel ouvert, ce qui crée des problèmes au niveau des canalisations. C'est pourquoi pendant la saison de pluie, on a des problèmes d'inondation. Donc la problématique est tout autre. La problématique est tout autre par rapport à vos pays. Et nous, je pense que dans le futur, la météo sera au cœur du développement. On doit forcément passer par ça. Forcément comprendre le changement climatique, forcément s'adapter par rapport à ce changement climatique pour pouvoir espérer se développer. Donc, en vous écoutant, bien sûr, on comprend qu'il y a une différence, en tout cas, des réalités qui sont tout autres par rapport aux différentes régions du monde.
Et là encore, on comprend que la pédagogie a un rôle prédominant. Et effectivement, quand on est en train de parler, nous, de décroissance, ou est-ce qu'on va utiliser notre voiture pour aller de chez nous au travail en habitant à la campagne, pour d'autres, il est question de survivance ou de ce sujet compliqué, comme on le disait, avec l'insalubrité. Je crois qu'on a une autre question encore dans le public. Alors, c'est pas une question, déjà bonjour à tous. Je voulais simplement rebondir sur la première question de monsieur, et tout particulièrement la réponse de Karine. Je voulais aussi mettre en avant, peut-être pour terminer cette journée, les pages Facebook et les petites initiatives locales et régionales qu'on met pas souvent en avant. Ce message n'a pas du tout pour but de faire de l'ombre à Météo France ou autre, mais c'est vrai que c'est une information locale, concrète. Je pense qu'on ne vient pas tous de Paris aujourd'hui. Vous venez probablement du sud de la France, et puis peut-être vous tournez vers des pages Facebook, ou si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, vous renseignez s'il n'y a pas une initiative locale, si vous êtes en Bretagne, Météo Bretagne, parce qu'il faut vraiment un travail remarquable. On ne se rend pas compte, on est tout petit à côté de Météo France, mais il y a vraiment de l'avenir dans ces petites initiatives. Et puis si vous habitez dans le Gard, pour Météo Gard, dans Franche-Comté, Météo Franc-Comtoise, etc., renseignez-vous, je suis certain qu'il y a un petit média météo qui existe près de chez vous. Voilà. Alors nous, on est plutôt bien renseignés du côté du Forum international de la météo et du climat, sinon vous ne seriez pas là. Et c'est vrai qu'on a toujours pris en compte l'importance de tous ces petits médias, entre guillemets. Laurent, justement, c'est quelque chose que tu es amené à consulter. Toi qui travailles sur France 3, et encore une fois, je pense que c'est certainement la chaîne de télé qui est la plus proche de son public, puisqu'on est vraiment proche des gens sur chacun des territoires. Est-ce que tu consultes, ou les journalistes qui travaillent avec toi, justement, tous ces petits sites, ces pages Facebook, et tu vas à la rencontre de ces passionnés, tu échanges avec eux? Pas du tout, aucun intérêt. Non, si, c'est un vrai, pour nous, c'est un vrai maillage. Ce sont des gens dont on est proche, on se connaît. Alexis, pas plus tard, c'était quand? C'est vendredi ou c'est jeudi? Alexis, qui est lui sur la région Grand Est, qui est dans la Meuse, intervient régulièrement dans l'émission, dans Météo à la carte. Bon, il y a tout un réseau de passionnés comme ça, qui ont des outils qui sont tout à fait au point, des outils d'observation, et ils alimentent véritablement tout ce maillage de passionnés. Et nous, on l'utilise, même si à France 3, on a les stations régionales, on a un maillage qui est quand même assez serré. On essaie de refaire encore, d'aller encore au plus près, et en ayant du vécu. Mais c'est vrai qu'on a des fidèles qui interviennent. On en a 6-8 à peu près sur la France qui interviennent toutes les semaines, 2-3 fois par semaine. Alors, on va peut-être prendre une dernière question, et ensuite on va libérer nos amis pour une séance photo. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui, ce sera la dernière du coup. Merci beaucoup pour vos interventions. Et c'était pour évoquer la prévention des inondations, parce qu'on n'en a pas vraiment parlé, des crues. Il y a beaucoup d'avancées par rapport au grand public. Il y a l'outil APIC maintenant qui est disponible au grand public, Vigicru Flash. Et donc je voulais savoir si vous pouvez en dire plus là-dessus. Effectivement, on a de plus en plus d'outils qu'on met à disposition. Enfin, quand je dis nous, c'est Météo France, notamment APIC et Vigicru Flash, qui est fait en relation avec le CHAPI, que le service central d'hydrométéorologie, qui suit vraiment tous les cours d'eau. On a de plus en plus d'automatisation aussi de suivi des cours d'eau. Il y avait encore pas si longtemps que ça, on n'avait pas du tout, par exemple, de cours d'eau qui étaient suivis en Corse. Alors qu'il y a énormément de phénomènes convectifs qui créent des crues éclairs sur certains cours d'eau qui en plus subit souvent une sécheresse, et qui prend aussi régulièrement des précipitations intenses, notamment au moment de l'automne. Donc voilà, nous, ça nous demande de plus en plus d'investissement dans du matériel, mais on met à disposition de plus en plus de choses. On n'est pas forcément... on ne nous l'impose pas, il y a des choses sur lesquelles on nous impose de mettre à disposition de manière libre, mais quand ça concerne la sécurité des personnes et des biens, il n'y a pas vraiment
fermeture de la part de Météo France pour ouvrir justement à ces choses-là. On va passer par exemple en termes de vigilance. Donc la vigilance, c'est un produit qui existe depuis début 2001 où on avait été justement, on avait parlé beaucoup de la tempête de 99, mais il y avait aussi eu des inondations dans l'Aude en 99 juste avant. Ce produit-là existe depuis 20 ans. Il évolue au fil des années avec des différents paramètres. Et là, la prochaine évolution, c'est de passer à l'infradépartemental. C'est-à-dire plus forcément mettre tout le département en vigilance, mais juste un secteur du département, ce qui va cibler encore plus. Malheureusement, il y a quand même encore le moment de vigilance jaune où on oublie qu'il y a quand même une vigilance jaune et que ça veut dire quelque chose. Donc peut-être que là, en passant à l'infradépartemental, la vigilance jaune reprendra un sens et du coup nous permettra de prévenir mieux et de sécuriser un peu mieux les personnes. Laurent, je crois que tu voulais ajouter quelque chose. Oui, simplement dans les outils qui commencent à être utilisés ou qui seront utilisés demain, parce que c'est vrai que notre priorité première, c'est de dire le temps qu'il va faire dans les heures, dans les jours à venir, mais c'est aussi, on a ce rôle de sécurité dont on a beaucoup parlé. On a ça, il y a le risque incendie également. Ça, c'est une donnée aussi qui sera, je pense, dans les années à venir de plus en plus présente. La qualité de l'air aussi, on l'oublie parfois, mais c'est vrai que ces conditions climatiques nouvelles qui peuvent engendrer parfois des épisodes de pollution assez prolongés, assez intenses, ça, ce sont des éléments, je pense, qu'on intégrera de plus en plus dans les... Alors Myriam les a dans le bulletin, mais oui, on les a, mais bien sûr. Et il y a ce genre de choses. Et puis effectivement, la ressource en eau qui est extrêmement précieuse. Et c'est vrai que là aussi, du côté du BRGM, il y a des choses à exploiter, il y a des données à annoncer, à donner au grand public. Ça fait partie des éléments qui seront de plus en plus présents. Voilà pour le mot de la fin. C'est toujours trop court, même si on a eu 2 heures ensemble. On va remercier, je vais vous demander d'applaudir Laurent Romeshko de France 3. Également avec nous Myriam Sora de France 2. Nicolas-Xavier Ladouce qui a fait le déplacement de la Belgique et toute son équipe de la RTBF. Karine Durand qui était avec nous, qui est de CNews. Également avec nous Mamie Nirina Roland, Randriana Rivello qui nous vient de Madagascar, ingénieur météo. On avait Sébastien Léas de Météo France. Merci pour toutes ces précisions à l'instant, pour tous les passionnés qui sont venus nous voir. On va remercier également nos amis qui étaient à distance du Sénégal, Papangor Ndiaye. Ouais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous avec des précisions et des sujets qui sont d'importance, on l'a compris là-bas. J'ai un message perso. Oui. J'ai un message perso pour Patrick. T'embrasses Nicolas. Laurent, je n'y manquerai pas et je sais qu'il sera très touché. Il l'écoute religieusement. Et moi, je t'embrasse, Patrick, tout court. Hein. Voilà, alors, moi aussi, Myriam. Je te fais des becs. Et attends, et je voulais quand même dire que il y a un sur truc le qui s'appelle site... l'iPhone pour s'appeler. Hein. Oui, non, mais il est au Canada. On n'est pas aux mêmes horaires. Non, mais sur le site internet du Forum de la météo et du climat, il se passe plein de choses. Il y a plein de renseignements, il y a tous les événements qui existent aussi à longueur d'année. Et ce site internet, c'est aussi une belle source d'information. Alors merci Patrick de Bellefeuille de Météo Média au Canada. Visiblement tout le monde embrasse Patrick. On embrasse également le Sénégal. Plein de bisous au Sénégal. Et merci à vous d'avoir été là. Et on vous attend encore nombreux demain avec une journée pleine de surprises. On parlera notamment de la météo en 2050. Voilà, ça peut être intéressant. On va commencer à se projeter. Et on retrouvera des conférences tout au long de la journée. Je vous dis à demain.